Bonsoir, bonsoir. Oups là, le coup dans le micro pour commencer, ça commence bien. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine et on se retrouve comme tous les jeudis pour notre petite émission tranquille où on va pouvoir discuter avec un invité. Et je suis vraiment ravie de recevoir aujourd'hui Marion, qui est auteure, illustratrice, dessinatrice, donc qui a notamment, mais pas que, fait les BD du Donjon de Naheulbeuk et les aventuriers du survivant. Et j'ai toujours peur d'écorcher le mot. Vous savez, quand on parle un peu trop vite, voilà, l'erreur est vite faite. Et donc voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi de l'accueillir. J'ai pas honte de dire que, en tant qu'adulte, j'ai acheté très peu de bandes dessinées. Pas parce que ça m'intéresse pas, maintenant j'en achète plus pour ma fille. Mais en fait, j'achète vraiment que des titres coup de cœur. Et quand les Donjons de Naheulbeuk étaient sortis, je me suis dit c'est juste génial. En plus, j'avais vu les dessins, je les trouvais tellement bien. Et je me suis dit il faut absolument que je les prenne. Et donc j'avais acheté, je me rappelle avoir acheté les premiers tomes. Et voilà, c'est du coup d'autant plus un grand plaisir. Attendez, je dis bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints du coup. Bonsoir S3, coucou, bonsoir Louis Lapierre, et bonsoir évidemment Marion, bonsoir Roger, coucou Hadès. Hop, attendez, je scrolle, voilà. Bonsoir Wapeluche, comment tu vas? Salut Elchi, coucou Warfras, merci. Wow, 13 mois déjà, le temps passe trop vite. Chris Cœur et Tagazok à toi. Chris Merci lol, beaucoup. Chris lol. Merci beaucoup Warfras pour ton 13e mois, merci infiniment. Ah ouais, tu vas avoir beaucoup de références ce soir. Hein. Tu vas avoir beaucoup de références ce soir parce que je pense que... Enfin, moi, c'est un humour que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que les donjons de Naheulbeuk, en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée et qui m'accompagne encore régulièrement depuis des années. Et voilà, ça a été... C'est quelque chose de très ancré pour beaucoup d'entre nous, notamment tous ceux qui sont un petit peu dans tout ce qui est jeu de rôle, fantasy, etc. Et du coup, c'est d'autant plus chouette. Donc, bonsoir Lions Banner. Un peu fatiguée, ouais, bah écoute, une bonne grosse fatigue moi aussi, mais de la bonne fatigue. Donc, hop, je vais appeler Marion, parce que comme je vous disais, on commence un petit peu plus tôt, on finit un petit peu plus tôt. Elle nous quittera vers 22h, d'accord? Donc si vous avez des petites questions, vous les préparez au fur et à mesure, en plus de celles qui sont sur le Discord. Et ensuite, on discutera un petit peu de 2-3 trucs par rapport à la chaîne. Donc je parlerai un petit peu avec vous tranquillement plus tard. Coucou Sim, j'ai vu ton message, j'ai pas encore eu le temps de te répondre, je suis désolée, trop de trucs aujourd'hui. J'ai pris mes couverts, mais j'ai oublié de mettre le mien. Alliance, le pire. Alors, je vais déjà appeler Marion et on va se rejoindre du coup. Comme ça, hop, ce sera plus facile. Et on va pouvoir commencer notre petite soirée tranquillement. Voilà, attends, je baisse la musique, je monte le son. Hop. Coucou. Voilà. Ça va? Tu m'entends toujours bien? Voilà, je t'entends. Je t'entends très bien. Voilà, bonsoir, merci déjà infiniment à toi d'être rendu disponible. En plus, cette semaine-ci, ça m'a fait vraiment plaisir. Quand j'ai vu ton nom, je me suis dit sur Twitter, quelqu'un qui t'avait mentionné, je me dis mais je connais. Et je clique et je me dis oh, elle est sur Twitter, c'est trop bien. Je te dis, je suis sur Twitter en fait vraiment... principalement depuis un an que je stream et en fait je me rends même pas compte en fait du nombre de personnes qu'il y a dessus et j'ai pas ce réflexe d'aller chercher les artistes que j'aime bien en me disant bah tiens est-ce qu'ils sont sur Twitter, qu'est-ce qu'ils font et tout et du coup j'ai pu découvrir en fait j'ai parcouru ton fil, j'ai été voir sur ton site, j'ai été voir sur ton Tipeee, j'ai découvert que plein de trucs que t'avais fait entre temps et je trouve ça génial et donc voilà merci infiniment en tout cas d'être là. Et merci à toi, ça me fait très plaisir. Vous me dites hein, si vous l'entendez bien, d'accord? Je vais mettre le son suffisamment fort normalement. Hop. Et comme j'ai entendu que tu avais une voix très douce, donc on va... Voilà, on va adapter le son, on va adapter le... Ah mais moi, oui, mais Ménérez, moi je suis fan, hein. Il y a des artistes comme ça dont j'aime beaucoup le travail et la sensibilité, et vraiment c'est en fait, c'est toujours la problématique quand on
quand on aime bien quelque chose et qu'on se dit ça va être traduit en film, ça va être traduit, on a toujours une certaine attente finalement. Et en fait, quand j'ai vu la BD la première fois, et c'est pour ça que je l'ai achetée, je me suis dit c'est vraiment comme ça que j'imaginais ça. Et il y a vraiment eu une transposition qui était très réussie à mon sens. Et donc voilà, je suis très admirative de ton travail. Donc, Merci beaucoup. on va pouvoir en parler un petit peu ce soir. Et d'accord, bonsoir H et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Alors comme je vous explique juste très rapidement, donc comme à chaque fois avec les EKLM, je ne lis pas tout ce qui est dans le chat. Je vous lis, mais je ne lis pas à voix haute parce que sinon on s'en sort pas et on n'arrive pas à avancer dans la discussion et donc c'est vite un petit peu long. Mais bon, tous vos messages sont lus, vous tracassez pas et donc on va faire tranquillement au fur et à mesure. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Donc, alors ça fait du coup. Tu avais commencé, je pense, avec des fanzines il y a pas mal d'années, si je me souviens bien, et ensuite tu as commencé à travailler du coup sur des projets de bande dessinée. Tu travaillais, je crois, t'avais déjà fait des choses pour Clair de Lune, l'éditeur, c'est ça? Alors, oui, c'est ça. Au moment où j'ai proposé le Donjon de Nullbuck, je venais tout juste de sortir ma bande dessinée Dread McFarlane chez Clair de Lune. Donc voilà, j'avais déjà un éditeur et je pense que ça a aidé dans l'acceptation du projet par John, de voir qu'il y avait déjà une structure autour. Et voilà, donc ça, je pense que ça a aidé. D'accord. Et ça a été par rapport à cette opportunité-là, du coup, c'est toi qui as proposé de mettre ça en image parce que tu aimais bien la série. Je pars toujours d'un truc assez vierge quand je discute avec les gens. Alors on va peut-être me dire, ouais, mais elle a déjà fait des interviews, ça a déjà été dit, mais je me dis toujours, il y a des gens qui connaissent pas forcément et je trouve que c'est sympa de pouvoir un peu parler de ton parcours. Donc, et du coup, si tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour toi, ça a été une initiative de ta part? Est-ce qu'on est venu te voir ou comment ça s'est passé? C'était une initiative de ma part. En fait, à ce moment-là, donc, je venais de sortir ma première BD chez elle aux éditions Pointe-Noire. Après, j'ai fait Dread McFarlane chez Clair de Lune et j'avais envie de changer un petit peu de style. J'avais envie d'essayer l'humour, de faire quelque chose d'un peu plus léger, de plus rigolo à dessiner. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on m'a fait découvrir le Donjon de Nullbuck. Et je me suis tout de suite reconnue dans l'univers, dans l'humour. Ça m'a rappelé mes parties de jeux de rôle, d'HeroQuest et tout ça. Et j'ai dit, mais c'est génial, faudrait vraiment faire quelque chose. Et donc en regardant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fanart, qu'il y avait déjà toute une communauté, mais qu'il n'y avait pas encore vraiment de publications professionnelles adaptées. Donc je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de lui proposer. Je vais lui montrer ce que je fais et voir si ça l'intéresse. Et donc je suis entrée en contact avec lui, je lui ai envoyé mes dessins, mes croquis des personnages que j'avais faits. Et il a trouvé ça bien, mon éditeur aussi. Alors du coup, voilà, on a pu se lancer. D'accord. Et c'est vrai que en termes je veux dire, on a quelque chose quand même d'assez dense d'un point de vue audio, et il faut pouvoir retranscrire en fait l'histoire. Et c'est sûr qu'en bande dessinée, enfin, est-ce que ça a été peut-être plus difficile à partir de ce type de format-là que si tu partais d'un format peut-être écrit où tu dois aussi, j'imagine, quand tu transposes, je veux dire, une saga audio, réussir à mettre effectivement tout ce qui est gag, etc., pertinent, et pouvoir insérer en fait finalement dans une bulle vraiment finalement quelque chose qui va être décrit sur un long moment. Ça va demander quand même pas mal d'insertion, je vais dire, dans le dessin. Comment est-ce que ça se passe et tout à ce niveau-là pour réussir à condenser ça? Parce que si on le fait vraiment mot par mot, on peut rater des trucs. Donc j'imagine il doit y avoir des petites coupures, des petites choses comme ça. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Oui, disons qu'il y a tout un travail d'adaptation pour passer d'un média à l'autre. On ne peut pas se contenter d'adapter tel quel les épisodes audio, parce que comme tu dis, c'est tout basé sur les dialogues, le son et tout ça. Et donc, il faut retranscrire ça de manière claire en bande dessinée. Donc, ça implique déjà une mise en scène pour bien montrer qui parle, où est-ce qu'ils sont dans le décor. Et donc, à partir de là, comment on fait pour découper la page en succession de cases qui soit bien claire, qu'on comprenne bien ce qui se passe.
Et voilà, aussi par exemple au niveau des dialogues, bon, en général on a essayé de rester le plus fidèle possible parce que les gens sont habitués aux dialogues, ils les connaissent bien, ils ont les voix des personnages en tête, donc il a quand même fallu respecter, mais tout en s'assurant que ça collait bien avec l'image et surtout que ça faisait pas redite, parce qu'il fallait par exemple éviter de mettre dans les dialogues ce qu'on pouvait voir à l'image. Mais surtout quand ça pouvait faire un gag. Par exemple, quand la magicienne décrit une salle en disant nous sommes dans une pièce de tant de mètres carrés avec du granit, gna gna. Ça c'était typiquement le genre de dialogue qu'on pouvait garder, même si on voyait le décor à l'image, parce que c'était un gag en soi. Et il y a mon chat qui vient m'embêter. T'inquiète pas, la mienne, elle va sûrement arriver plus tard, ne t'en fais pas. Elle est pas loin. Elle était collée à moi toute la journée, donc je ne doute pas qu'elle va repasser. Ne t'inquiète pas, on a l'habitude de voir des petits plumeaux de chat comme ça qui passent devant les caméras ici. Je vais fermer la porte, c'est terrible. Ah ouais, non, moi elle vient quand elle veut, elle nous gracie de sa présence, elle vient, elle me mord les pieds, elle grimpe sur le truc, elle regarde. C'est le plaisir d'avoir un chat. C'est sûr. Enfin, donc voilà, donc pour répondre à ta question, oui, on essaie d'être le plus fidèle possible tout en adaptant aux médias. Parce qu'il faut que la bande dessinée reste agréable à lire, qu'il n'y ait pas de redite par rapport au son, qu'on comprenne bien ce qui se passe et tout ça. C'est ça. Et puis aussi, j'imagine que c'est un certain challenge quelque part de vouloir aussi finalement peut-être faire découvrir aux gens qui connaissent pas la saga audio à travers la bande dessinée, et que donc toi, tu dois aussi faire en sorte que ça soit suffisamment cohérent pour que la bande dessinée se suffise à elle-même. Et que même des gens qui ne connaîtraient pas la saga et qui se disent tiens, ça a l'air sympa, ça a l'air d'être sur du jeu de rôle, puissent finalement la lire même sans avoir déjà ce passif avec la saga audio pour découvrir ça en fait comme une œuvre en soi, quoi. Donc ça c'est... Oui, là aussi on a beaucoup réfléchi à... Déjà il faut que ça plaise aux fans qui aiment depuis le début, mais aussi oui, comme tu dis, il faut que ceux qui connaissent pas puissent rentrer facilement et découvrir. Donc on a fait en sorte que ce soit accessible à tout le monde, même à ceux qui connaissent pas. Et le fait de mettre un visuel sur les personnages, déjà je pense que ça aide beaucoup. Oui. Et puis mais après la difficulté, ça a aussi été de faire en sorte que ça colle à ce que tout le monde pouvait imaginer en écoutant les voix. Donc, après, moi, mon but surtout, c'était de respecter les consignes de John Lang, puisque c'était lui qui avait créé l'univers, les personnages et tout ça. Donc, c'était vraiment un travail de collaboration. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose à représenter, il fallait qu'il valide. Et voilà, une fois qu'on est d'accord sur tout, après... Le reste, c'est juste une question de, comme je fais une bande dessinée comme d'habitude, de raconter l'histoire le mieux possible, de la manière la plus claire possible, que ce soit joli visuellement, que ce soit drôle et qu'on passe un bon moment au final. Et c'est très réussi. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé les lire. Et non, c'est des bandes dessinées que je vous recommande. Et d'ailleurs, là, maintenant, ma fille commence à un petit peu plus lire par elle-même, tu vois. Et je vais typiquement commencer à lui donner ça pour un petit peu aussi l'introduire justement à tout cet aspect un petit peu univers de jeu de rôle qu'elle connaît pas encore trop. Je lui en parle et tout ça, mais ça reste encore un peu obscur pour elle. Elle est encore dans sa période princesse licorne. Mais j'ai bon espoir que les elfes et les nains vont arriver bientôt. Mais oui, absolument. donc oui, non, c'est très chouette. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense Donjon de Nullbug d'un point de vue visuel, moi en tout cas, je peux pas penser à autre chose finalement qu'aux personnages que toi tu as créés. Ils ont une justesse en fait par rapport à ce qu'on imagine, des traits spécifiques de caractère comme... par exemple le nain, le fait il est tellement barbu, touffu, poilu dans tous les sens qu'on voit même pas ses yeux les trois quarts du temps, et voilà, l'elfette évidemment un peu nunuche, bien blonde comme il faut et tout. Non, c'est juste une très 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 chouette représentation en tout cas. Attends, je remonte parce que j'avais vu un petit truc sympa dans le chat. Vas-y, Dis-moi, tu voulais dire quelque chose peut-être, pardon, je t'ai coupé. Oui, en fait, c'est le design des personnages. À la base, je devais essayer de coller le plus possible à ce qu'avait fait Fenrir pour les figurines, parce qu'il y avait déjà un visuel qui existait de base. Donc au niveau de l'équipement, des coiffures et tout ça, je dis bon, ok, il faut que ça se rapproche de ça. Mais il fallait que je le fasse dans mon style, et surtout, il fallait que je fasse des personnages qui soient attachants,
identifiable immédiatement. Qu'on voit la silhouette et qu'on dise ah c'est le nain, ah c'est l'ogre, ah c'est le barbare. Voilà, donc il y a eu tout un travail en amont à ce niveau-là. Déjà pour trouver mon style de dessin, parce qu'à l'époque je ne maîtrisais pas encore vraiment le style humoristique, donc je ne savais pas encore tout à fait comment j'allais les faire. Et c'est tout en peaufinant mon style que j'ai peaufiné aussi le design des personnages. Et au fur et à mesure, on a fini par trouver le bon équilibre et ça a plu à tout le monde. Et voilà, une fois qu'on était satisfait de ça, après ils ont évolué au fil du temps, évidemment, au fur et à mesure que je progressais, que j'apprenais de nouveaux trucs, ils ont aussi évolué. Mais j'essayais à chaque fois de garder ce qui faisait le personnage, leur intérêt spécial, ce qui fait qu'ils soient attachants surtout. Oui, ils ont un côté qui est justement très attachant et c'est ça. Il y a une rondeur, tu vois, dans le dessin justement, qui est, j'imagine, qui est plus, tu vois, lié justement un petit peu à un style humoristique. On ferait pas quelque chose avec des traits très durs quand on essaie de faire quelque chose de drôle, j'imagine. Et enfin, les personnages sont tout en courbe et tout. Et je trouve ça tellement joli. Non, parce que il y a H qui demandait, je trouve ça mignon, est-ce qu'il y a un easter egg visuel dans tes BD? Est-ce que tu mets des petits trucs comme ça? Je pense que dès le tome 1, il y a des easter eggs d'un peu tous les univers que j'aime bien, que ce soit Star Wars, Harry Potter, Doctor Who, Marvel, même des tas d'autres univers que j'aime bien. À chaque fois que j'ai l'occasion, j'essaye de placer un petit easter egg ici et là. Et les lecteurs me font souvent part de leur découverte. Et à chaque fois, ça me fait plaisir quand ils voient la référence. Tu peux nous en spoiler un, là, juste pour le plaisir. Ton préféré, si t'en as un. Si t'en as un, où vraiment tu te dis, celui-là, je suis contente d'avoir réussi à le caser là. J'en ai pas vraiment de préféré, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup que j'aime bien. Je sais qu'il y a un qui aime bien plus, c'est quand j'ai intégré l'équipe des noobs dans un des tomes, je ne me souviens plus exactement lequel, mais à un moment ils sont tous en ville, et puis dans la rue ils croisent l'équipe de la série Noob, et c'est bien rigolo à dessiner. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on n'y fait pas forcément, toujours attention, parce que justement, en fait, c'est le genre de choses qui peut sauter aux yeux tout de suite, ou alors venir pendant qu'on fait une relecture et se dire mais j'avais pas vu ça. Moi, il y a des choses que je revois aujourd'hui, que j'ai déjà vu plein de fois, et en fait, je me rends compte que je redécouvre en fait des petits détails, et c'est ça le plaisir de revenir en fait sur ce genre de médias et de te... Attends, je regarde un petit peu ce qu'ils écrivent, et du coup de redécouvrir en fait à chaque fois des petits trucs en disant j'avais pas vu ça. Tu sais, c'est une petite satisfaction personnelle de lecteur. Dis-moi. Vas-y, je t'en prie. Il y en a un qui est assez particulièrement dur à voir, je pense, dans le tout dernier tome, parce que j'ai fait exprès d'écrire tout petit. Mais il y a deux petites références à un moment. Non, une en fait. Une référence en particulier dans le tout dernier tome. À un moment, c'est écrit très petit, donc félicitations à celui qui la voit. Voilà, c'est excellent. Il y en a eu des persos de Reflet d'Acide, Kaamelott, Indiana Jones. Ouais, il y a des... Et en fait, c'est vrai que là où c'est cette liberté en fait que le visuel permet aussi, c'est... Tu vas mettre de dos, je veux dire, un personnage un petit peu comme ça, avec son chapeau, le fouet, etc. Enfin... Les gens vont tout de suite, tu vois, avec une dégaine particulière. Et même si on l'entrevoit, les gens savent que c'est par exemple Indiana Jones. Et ça, c'est vrai que c'est des petites insertions qu'on peut s'amuser à faire. Tu disais, du coup, toi, t'es une rôliste. Donc, c'est un univers, en fait, qui te plaît, qui te parle. Tout à fait, oui. Tu faisais quoi, jeu de rôle papier sur table, figurines? J'ai fait pas mal de jeux de rôle papier quand j'étais ado. Donc il y a eu du Donjons et Dragons, du Star Wars, voilà, un peu tout ça. Et bon, après, malheureusement, j'ai plus trop d'occasion de m'y mettre, mais c'était toujours un univers qui m'intéressait. J'ai continué à me renseigner sur le sujet, à lire des magazines, ce genre de choses. Même si j'y jouais pas, il y avait quand même des sources d'inspiration. Rien que les articles dans les magazines, je trouvais ça passionnant, même sans jouer. Donc c'est comme ça que j'ai collecté tout un tas d'informations sur la fantasy, la science-fiction et tout ça, tous les domaines qui m'intéressaient, par l'intermédiaire du jeu de rôle. Et donc là, depuis quelques temps, j'essaye, enfin avant le Covid évidemment, j'ai essayé de m'y remettre un petit peu avec des amis. On s'y remet un petit peu au jeu de rôle, et donc j'espère qu'il y aura d'autres occasions de s'y remettre. Le jeu de rôle, en fait, c'est vrai, moi j'en fais depuis l'âge de 12 ans.
tu vois, du jeu de rôle papier, et j'en ai fait vraiment pendant pas mal d'années, et c'est sûr que ça demande une certaine organisation, il faut que les gens puissent être physiquement présents, c'est souvent des trucs où le temps qu'on démarre, qu'on fasse les machins, qu'on se remette dans l'aventure, etc., tu sais déjà que ça va prendre des heures et des heures, donc il faut se trouver les créneaux. Et quand t'es ado, quand t'es enfant, ado, ça va. Quand t'es adulte, avec les obligations des uns et des autres, ça devient plus compliqué de se caser un moment. Donc, ouais, non, je comprends. Là, maintenant, on a l'avantage de pouvoir le faire aussi. Il commence à y avoir des trucs qui sont mis en place pour pouvoir le faire, du coup, par Internet, mais... Je trouve que ça n'a pas la même saveur que d'être réunis avec, pareil, oui. avec les plateaux de crudité, les petits bols de chips, les trucs avec les dés qui roulent sur la table et tout. Il y en a toujours un qui va finir par se casser la gueule. Parce que c'est ça le jeu de rôle. Il est 5h du matin, on commence à s'avachir sur ses fiches. On se dit bon, donc là vous allez à l'auberge, vous allez dormir et puis voilà, on reprendra la prochaine fois parce que ça suffit. C'est des bonnes soirées, c'est des très très bonnes soirées. Pour ceux qui connaissent pas ce genre d'ambiance, vraiment, si vous avez l'occasion d'en faire une fois avec des personnes qui partagent ce genre de passion, c'est à ne pas manquer parce que c'est des très très bons. Ah, Louis, il connaît tout page par page, ça c'est chouette. Dans le tome 9 de la BD, page 18, d'accord. Notre spécialiste Nalbec, Louis. Je retourne à la médiathèque prendre le dernier tome et fouiller chaque page, j'ai trouvé cette easter egg. Voilà, regarde, ça a suscité déjà des passions et tout dans le chat et tout, ils vont me donner envie de sortir mon set 2D, mais c'est génial, c'est génial. Bah oui, il faut, Ouais, elle est un peu elfique, elle aime bien grimper dans les arbres et elle aime surtout bien bouffer mon décor, mais bon, là pour l'instant elle est calme, on va voir combien de temps ça va durer. Proposer une bière au MJ pour qu'il nous ait à la bonne, y a rien de mieux. Ah, j'ai jamais tenté. C'était moi le MJ. À partir d'un certain âge, c'était moi le MJ, donc tu ne me soudoies pas avec une bière. Ça ne marche pas. Alors, attends. Attends, je regarde un petit peu parce que j'avais reçu quelques questions et tout sur le Discord aussi un petit peu avant, donc comme ça, je vais en profiter pour te les poser. Loup Solitaire qui demandait « Êtes-vous d'accord avec le nain qui affirme que l'elfe est inutile au groupe ?» Et plus sérieusement, comment travaillez-vous lorsque vous avez une commande de la part d'une maison d'édition ? Alors déjà, je ne suis pas du tout d'accord avec le nain. Bien sûr que l'elfe est plus utile, forcément. Elle a son utilité comme chacun des personnages. Alors ensuite, j'ai pas vraiment de commande de la part de maison d'édition parce qu'en général, c'est nous qui venons avec un projet auprès des éditeurs. D'accord. Et donc après, on voit comment ça se passe. Mais j'ai encore jamais vraiment eu de commande de la part de maison d'édition, à part, peut-être à un moment une maison d'édition qui me demande alors est-ce que tu fais la suite ou on aimerait bien faire continuer telle ou telle série, mais voilà, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de commande à proprement parler, non. Donc c'est toi qui viens en fait vraiment avec un projet, donc du coup graphiquement en fait tu développes quelque chose ou tu transposes en fait une histoire, etc. et tu vas proposer ça et on te dit oui ou non ce projet on peut le faire ou pas, et donc voilà. C'est toi qui dois être en fait dans une recherche en fait permanente finalement de proposer quelque chose. Donc je l'ai été pendant un petit moment jusqu'à ce que je sois prise chez Clair de Lune. Donc à partir du moment où il a accepté Dred McFarlane, après ça a facilité les choses pour Nalbuck. Et à partir du moment où j'ai fait Nalbuck, j'ai plus tellement eu besoin de faire ces démarches, à part pour d'autres projets, par exemple comme celle que j'ai fait avec mon compagnon David Labarde qui est scénariste. On avait un projet ensemble et donc là oui, on a dû monter un dossier pour proposer aux éditeurs. Et voilà, mais bon, à part ces projets à côté, comme j'étais surtout essentiellement sur Nalbuck, voilà, j'ai pas eu trop à démarcher les éditeurs jusqu'à ce que je gagne ma vie avec la BD en tout cas. Et comment est-ce que ça se passe justement, je veux dire, à ce niveau-là, pour les gens, parce que je sais qu'il y en a qui sont un petit peu passionnés de BD dans le chat, peut-être j'ai quelques personnes qui sont vraiment, qui sont très attirées par tout cet aspect dessin, je sais pas s'ils veulent en faire leur métier. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que toi tu conseillerais maintenant à un jeune aujourd'hui qui aurait envie de se lancer, de faire en fait ses premières démarches ? Est-ce que tu lui conseillerais, voilà,
réécrit sur quelque chose d'existant, crée quelque chose de complètement nouveau ou qu'est-ce que toi tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui se dirait j'ai envie de me lancer dans la BD mais je ne sais pas comment faire, j'adore dessiner mais je ne sais pas comment faire les démarches pour me professionnaliser. Pardon, excuse-moi, vas-y. Le tout premier conseil que je peux donner, c'est déjà de beaucoup, beaucoup travailler son dessin parce c'est nécessaire d'avoir une bonne technique. Si le dessin est trop amateur, on n'aura que des refus, ça c'est évident. Après, si on veut faciliter les choses, le mieux c'est d'être en partenariat avec un scénariste. Donc, soit on écrit soi-même et là forcément il n'y a pas de souci. Soit si on a du mal à écrire, voilà, il vaut mieux être en association avec un dessinateur et un scénariste pour pouvoir proposer directement un projet. Voilà, on approche l'éditeur avec un projet, il s'appelle comme ci, il se passe ceci, cela, les personnages sont comme ci, comme ça. Et comme ça, il a directement une idée du projet et ça, il peut plus facilement donner une réponse que si on vient en disant voilà, je suis dessinateur, je vais faire de la BD, sans aucun projet, sans rien du tout. Là, ce sera un peu plus difficile, quoi. Après, je dis pas, il y en a qui peuvent faire ça. Je veux dire, si on a un book vraiment solide, qu'on est un très bon dessinateur, l'éditeur peut se montrer intéressé et chercher un scénariste avec qui éventuellement vous mettre en relation. Mais voilà, c'est quand même plus facile de venir avec un projet déjà bien. D'accord. Donc arriver avec quelque chose de suffisamment abouti pour se dire, pour montrer à la fois ta technique, à la fois Voilà, l'histoire que tu proposes et voir ensuite s'il est effectivement possible de publier ça. Tu me dis ton compagnon est scénariste. Du coup, vu que vous travaillez ensemble, quelle est la différence en fait entre scénariser une BD et scénariser en fait, je veux dire un livre par rapport à quelque chose qui va être pour le cinéma. Enfin, on n'écrit pas le scénario d'une BD, j'imagine, comme on écrit, comme on va écrire pour un livre. Il y a un descriptif case par case. Ça se fait un petit peu comment ? En fait, la différence principale entre la BD et le roman, c'est qu'en BD, on a un nombre de pages très limité. On a 46 pages pour raconter une histoire. D'accord, là où le roman, on peut étendre le nombre de pages qu'on veut, se laisser aller dans les descriptions de manière onirique, tout ça. On peut vraiment, c'est beaucoup plus ouvert. Tandis qu'en BD, il faut être efficace. C'est avant tout ça. Il faut réussir à raconter le maximum de choses en un minimum de cases. Donc, ce qui implique une efficacité, que ce soit au niveau des dialogues, réussir à dire le maximum de choses en un minimum de mots, et aussi au niveau de l'image, de bien montrer en un seul coup d'œil ce qu'on veut exprimer, ce qu'on veut montrer. Voilà, il se passe ça, mais en même temps, les personnages, ils ressentent ceci, cela, et tout cela doit être compréhensible tout de suite dès qu'on voit la case. Et donc, c'est ça tout le travail de la bande dessinée, voilà, qui en roman passe plus par les mots et des phrases et des descriptions et tout ça qu'on n'a pas en BD. Et à ce niveau-là, ça se rapproche du cinéma parce que le cinéma, c'est pareil. Ils ont 2 heures en moyenne pour raconter leur histoire, donc ils ne peuvent pas se permettre de commencer à faire des plans qui ne servent à rien, des scènes qui mènent nulle part ou autre. Non, il faut vraiment que chaque scène, chaque plan ait son utilité, sinon il faut couper. Et voilà, là en BD, c'est un peu pareil. Oui, parce qu'il y a vraiment une dynamique en fait à respecter pour que la lecture soit fluide, qu'on n'ait pas l'impression que ça accroche, que ça ralentit. Et à ce niveau-là, une fois que tu fais toute ta mise en page, j'imagine à ce moment-là, tu parlais justement de l'auteur, donc tu montres un petit peu, tu fais relire pour voir si ça va bien dans la bonne direction. Et donc il y a vraiment en fait un travail de collaboration qui se fait tout le long j'imagine, du dessin. Et il y a des choses, j'imagine, à retravailler au fur et à mesure, c'est ça ? Donc en général, John Lang m'envoie son scénario, donc je sais en gros ce que je dois dessiner. Donc comme je connais bien les personnages, je connais bien l'univers et tout ça, en général j'arrive à faire ma planche assez bien toute seule, j'ai envie de dire, et ensuite je lui envoie pour qu'il valide. S'il y a des choses à changer, il me le dit, je les change. Mais quand c'est des trucs un peu compliqués, genre ils arrivent dans un nouvel endroit, il y a un nouveau personnage et tout ça, là ça nécessite un travail avant, où je fais des croquis pour lui montrer, voilà, est-ce que ça doit, si ça ressemble à ça. Et donc là, il faut qu'il valide avant que je commence la planche, parce que sinon, si ça va pas, je dois tout recommencer. Et ça me fait perdre un temps fou. Oui. Voilà, ça dépend vraiment des scènes, des histoires qu'on raconte. Après, moi, ça dépend aussi avec qui je travaille. Là, par exemple, avec mon compagnon, avec David,
Là, comme on habite ensemble, on peut vraiment travailler à fond ensemble sur le scénario de manière très rapprochée. Limite, on fait le storyboard ensemble, tout en direct. C'est encore une autre façon de travailler. Et comme en général, c'est des nouveaux univers qu'on met en place, ça nécessite aussi tout un travail qu'aujourd'hui, je n'ai plus forcément dans Nullbug, vu que tout est bien installé, les personnages sont bien connus, je les maîtrise bien, donc c'est pas tout à fait le même travail non plus. Oui, c'est ça, en fait. Là, maintenant, c'est vrai que tes personnages, en fait, j'ai vu, tu t'es lancé sur Twitch il y a combien de temps? Il n'y a pas super longtemps, je crois, si? Il n'y a pas très longtemps, non, il y a même pas 2 mois, ou même un mois, je sais plus. Même. Enfin, c'est assez récent, oui. Parce que j'ai vu, effectivement, tu faisais aussi des petits live dessins où tu demandes un petit peu qu'on te donne et c'est sûr que comme c'est maintenant tes personnages, donc tu peux facilement en fait les redessiner avec d'autres poses, d'autres expressions, etc. Parce que tu les connais bien, il y a une certaine aisance. Et j'imagine effectivement que repartir sur un nouveau personnage où tu veux lui donner vraiment quelque chose de particulier, d'unique, ça demande un travail un petit peu, voilà. Comment est-ce que ça se passe dans ces cas-là quand tu crées ce genre de personnage? Tu vas le faire un petit peu comme tu l'imagines, faire quelques mimiques différentes, faire des postures différentes un peu pour voir à quoi il ressemble. Avant de commencer les postures, j'essaye d'abord de voir son design complet. Donc c'est-à-dire que j'essaye de le dessiner. En général, je commence par la tête, parce que c'est vraiment le plus important, le visage et tout ça. Et ensuite, j'essaye de voir par rapport à son corps, son costume et tout ça. Et quelquefois, ça peut prendre des dizaines, voire je me souviens quelquefois pour certaines BD, j'ai mis des centaines de croquis avant de trouver le bon personnage. Ça peut prendre énormément de temps, comme ça peut être très rapide. Si on l'a tout de suite, si on le sent bien, pouf, il sort comme ça et hop, c'est bon dès le début. Vraiment, ça dépend des personnages. Et tu disais du coup qu'au niveau de Nullbug, il y avait déjà les figurines, du coup, dont tu as pu t'inspirer pour avoir déjà une petite idée du type de visuel en fait qui pourrait correspondre, tout en les adaptant du coup à ce moment-là à ton style. Et En plus, oui, j'étais déjà plus ou moins décrit aussi dans la saga audio. Ils disent, lui, il a une cape, ils ont des sacs et tout ça, donc ça a aidé à visualiser les personnages. Après, c'était surtout au niveau du style de dessin, comment retranscrire ça au mieux, mais au niveau de l'équipement et tout ça, on savait, on imaginait déjà plus ou moins assez bien comment ils étaient. Et en plus, avec les figurines, ça aidait beaucoup, oui. Oui, il y avait Varfras qui disait qui trouvait que c'était, voilà, quand j'entends la série, je vois le personnage, et quand je lis les BD, j'entends les personnages. C'est une fusion parfaite de mon point de vue. Et c'est par exemple un de nos dessinateurs qui adore. Donc voilà, et je pense que là, quand tu arrives à ce stade où effectivement, je sais pas comment ça s'est passé, à ce niveau-là, les retours que tu as eus par rapport aux fans de la saga qui ont du coup découvert la bande dessinée, les retours, ils ont été un petit peu comment? Parce qu'il y a toujours des gens qui sont très... tu sais, quand on adapte quelque chose, qui vont être peut-être... moi j'imaginais pas ça comme ça, mais globalement, je pense que les gens devaient être quand même vachement enthousiastes. Moi j'ai trouvé ça génial et je connais personne qui n'a pas trouvé ça bien. Donc, En tout cas, moi, de mon côté, tous les retours que j'ai eus étaient très enthousiastes. Chaque fois, on me disait, ils sont exactement comme je les imaginais, j'aime beaucoup, vous avez bien retranscrit, tout ça. En général, c'est toujours ce genre de retour que j'ai et ça me fait toujours très plaisir. Bon, après, c'est sûr qu'il y en a forcément qui n'aiment pas ou qui sont un peu déçus de telle ou telle chose, ça c'est évident, mais ils viennent pas me le dire directement, en tout cas. La magicienne, je l'imaginais... Attends, je me souviens que la première fois que j'ai vu la magicienne, je me suis dit... c'est vrai que en fait elle était plus elle avait enfin je crois elle est rousse avec des taches de rousseur, quelque chose comme ça, non? Voilà, oui, je l'imaginais un petit peu différemment. Je pense que c'est le seul personnage que j'imaginais un peu différemment, mais en fait je me suis dit mais oui, mais en fait non, c'est moi qui me trompe. Elle rend bien comme ça, elle ressort bien comme ça, du coup moi perso je voyais moins le barbare à poil. Ah mais moi je les adore. Ils sont juste excellents. La magicienne est rousse, mon mari a été conquis immédiatement. Tu m'étonnes. Mais ouais, tiens, en parlant du nain justement, parce qu'on a beaucoup de fans du nain, hein, je pense que... Est-ce que c'est un personnage qu'on te demande beaucoup? Est-ce que c'est un personnage qu'on te demande beaucoup, le nain chiant? Ouais. Quand je suis en dédicace, en général, c'est souvent le nain qu'on me demande. Bon, après, bien sûr, on me demande un peu tout le monde, mais c'est lui qui revient le plus souvent. Et quand on vient me parler, à chaque fois, on me dit c'est le nain que je préfère, c'est mon préféré. Après, les autres, on suit leurs fans. Hein,
Mais Ah c'est oui, c'est vrai oui. que le nez revient souvent. Ouais. Ouais, parce qu'on me disait, y a-t-il un personnage que vous préférez dessiner? Une question de Calect. Et pourquoi c'est le nain? Alors effectivement, c'est le nain que je préfère dessiner, pas forcément parce que c'est mon préféré, parce que je les aime bien tous, c'est surtout parce qu'il est rigolo à dessiner, il est tout rond, tout poilu, je peux lui Mhm. faire des expressions vraiment rigolotes, C'est ça, avec son petit c'est casque qui réussir saute à quand faire il est surpris, ce réussir genre à de faire des choses. expressions quand tu vois quand même pas les autres choses que le nez, la barbe et des gros sourcils, Voilà, c'est quand même c'est chaud. ça, faut On vraiment est d'accord. exagérer à fond les expressions Ouais, et pour qu'ils ouais. soient expressifs, donc voilà. Alors attends, je lis un petit peu. Mais ouais, tu vois, regarde, le nain, best perso, tu vois, il y a des fans qui sont conquis. Euh, alors on me demande, c'était une question de Razan qui me demandait, si vous le pouviez, y aurait-il un personnage que vous aimeriez dessiner autrement? Maintenant, avec le recul, est-ce qu'il y en a un où tu te dis, ah, celui-là, j'aurais peut-être pu le faire en fait de telle ou telle façon, ou est-ce que la façon finalement dont tu les as fait te satisfait? Parce que moi, je sais que quand je reviens sur des trucs que j'ai fait avant, je me dis, ah bah oui, j'aurais peut-être pu aller dans telle ou telle direction, par exemple au niveau photo, j'aurais pu faire peut-être essayer ça ou ça. Et ça m'arrive de temps en temps, effectivement, avec le recul et avec l'expérience. Maintenant, depuis le temps que tu travailles dessus, est-ce qu'il y en a pas un ou à un moment donné où tu t'es dit, ah bah j'aurais peut-être pu le faire un petit peu plus comme ci ou comme ça, ou globalement tu te dis, même encore maintenant avec le recul, que pour toi, comme ils sont, c'est bon, et que si on te disait maintenant tu peux revenir en arrière et en changer un, ce serait lequel? Je pense pas que j'en changerais un au début. Je les aimais vraiment bien comme ils étaient à ce moment-là. Après, forcément, au fur et à mesure qu'on les dessine, bon, ça, on adapte un petit peu, on affine un peu le visage, les petits détails sont plus tout à fait les mêmes, même au niveau de l'équipement, il y a des choses qui varient un peu parce qu'on dit, Mhm. ah tiens, finalement, comme ça, c'est mieux. Mais au moment où je les ai faits, non, je trouvais que non, non, dans ta main, franchement, je trouvais je les aime bien comme ils sont et je pense pas que je changerais, non. Mhm. Les faire évoluer, oui, au fur et à mesure du temps. J'ai essayé de corriger les petits défauts éventuellement, voir si ceci c'est Faire mieux ou évoluer la qu'on poitrine de ça, l'elfe. mais Ça, malheureusement, on est obligé de la faire évoluer d'un niveau à l'autre. Hein. C'est logique, quoi. Bon, c'est comme ça. Écoutez, il faut bien qu'on en parle à un moment ou à un autre. Hein. Voilà, la sacro-sainte poitrine de l'elfette. Mais voilà, c'est l'âge du Randil. Attends. Dans l'ensemble, je rejoins l'avis de tout le monde. Tous les persos sont bien retranscrits. Et Strolex qui merci dit le beaucoup. nain a un petit côté cousin machin. C'est pas faux, c'est pas faux. Néanmoins, ma fille affirme beaucoup apprécier le barbare. Ah bah ça, le barbare. Hein. J'aime bien dessiner tous les muscles et tout. Hein. Ouais, ouais, ça donne. Ouais, c'est vrai que. Ouais, et vraiment, chaque personnage correspond bien à la représentation qu'on s'en fait. Hades qui dit par contre, la dernière image du nain casse un peu le mythe, on ne le verra plus de la même façon. Elle est exceptionnelle. Franchement, si vous n'avez pas vu, allez sur Twitter. Il est juste Alors, génial. je tiens à préciser que c'est une idée de mon compagnon, hein, David. Moi, au début, je voulais pas le faire. J'ai dit non, mais je vais pas faire ça quand même. Ils vont me tomber dessus, ils vont pas être contents. Et puis il me disait mais si, fais-le, ça va être rigolo et tout. Alors au bout d'un moment, j'ai cédé, je l'ai fait. Et puis bah, finalement, je regrette pas parce que tous les retours ont vraiment été excellents. Ah, mais bien Donc sûr. voilà, je le remercie pour l'idée. Tu vois, comme quoi, parfois, voilà. Oui, celle de la pin-up, voilà, le nain dans toute sa nanitude. C'est ça. Le seul regret, il manque les mouches. Bah, les mouches, elles sont amoureuses de l'ogre hein, plus que du nain. Hein. Et Oui, de c'est ceux vrai. du barbare. C'est vrai, c'est vrai. Elchi qui dit, c'est vrai que les personnages sont très bien faits et très bien représentés. Merci. Je suis en train de me faire forger un caleçon en mitril, des conseils pour le design. Bah, le casque en mitril, je l'ai dessiné dans la BD, donc il suffit de regarder la BD et voilà, vous avez le modèle. Alors attends, Louis qui disait, c'est vrai que le style de l'ogre, je crois, est celui qui a le plus évolué. On lui voit Oui, plus c'est les vrai. jambes aujourd'hui. Ouais. C'est vrai qu'on le voyait C'est plutôt vrai, au au niveau début, de la moi, taille. j'avais Hein. tendance à le faire très, très tassé, très ramassé. Il avait quasiment pas de jambes, c'était deux pieds collés au ventre. Et puis finalement, le article, c'était un peu compliqué pour le faire courir ou lui faire des poses un peu particulières. Donc au fur et à mesure, les jambes se sont rallongées et voilà quoi. Les jambes ont un petit peu poussé, bah oui, bah c'était Ouais. nécessaire finalement à certains aspects pour que ça soit, pour que tu puisses faire différentes choses avec. Ben voilà, tout à fait. Ouais.
Attends, Ménérès qui Pourtant, c'était demande. très, très marrant à dessiner, mais c'est vrai qu'à l'usage, c'était pas très pratique, quoi. Oui, bah en fait, oui, j'imagine, il avait ce côté un petit peu plus tassé, comme tu dis, et Mm. donc, effectivement, j'imagine que quand tu dois faire un truc de fuite et que, du coup, on est dans le fait de représenter un mouvement avec un personnage qui a quasiment pas de jambes, c'est moins visuel et donc c'est peut-être moins facile. Ah oui, Donc, tout à fait. Oui. Puis en plus, par la suite, il change d'équipement et il se retrouve avec un pantalon et tout ça. J'ai dit, bah, s'il n'a pas de jambes, je vais avoir du mal à dessiner le pantalon. Alors du coup, voilà, tout ça a contribué au fait qu'il a un peu poussé au niveau des jambes. Sucre qui dit maintenant faut faire l'ogre tout nu. Ah mais attendez, vous savez pas, elle va peut-être faire le calendrier l'année prochaine, le calendrier des pin-up de Naulbuck, Alors voilà. pourquoi pas, si Claire de Lune nous entend, une idée est lancée. Il y avait Ménérès qui demandait est-ce qu'à travers du coup cette BD-là, cette saga-là, est-ce que tu as acquéri une notoriété en fait à travers ça que tu pensais pas forcément pouvoir acquérir je veux dire, le fait de transposer quelque chose qui, moi j'ai 37 ans et même je pense que de 18 à 45-50 ans, on connaît quasiment tous Naulbuck aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans toute la culture, surtout au niveau gaming et tout ça. Tous les gens qui sont un peu gaming, un peu rôliste, un peu SF, j'en connais très peu qui connaissent finalement pas Naulbuck. Est-ce que c'est vrai que ça t'a apporté quelque chose vraiment de travailler dessus en dehors de te dire bah voilà maintenant j'ai quelque chose de fixe, une saga sur laquelle je travaille régulièrement. En termes de notoriété, ça t'a apporté quoi? Je réponds juste, enfin je donne juste la question de Ménérès et qui me dit et si oui, comment est-ce que tu le vis? C'est sûr que quand j'ai commencé la BD, moi, tout ce que je voulais, c'était gagner suffisamment pour en vivre. Bien sûr. Et là, avec Naulbuck, j'ai vraiment commencé à gagner très bien ma vie. Et je veux dire, c'était formidable, quoi. C'était vraiment quelque chose que j'avais pas du tout espéré. Et j'ai dit, mais voilà, les fans sont vraiment géniaux. Ils sont avec nous, ils nous soutiennent. À chaque album, ils sont présents. Et j'en ai pleuré d'émotion, quoi. C'était vraiment, vraiment génial d'avoir toute cette communauté qui aime ce que tu fais et tout. Et qui, du coup, me permet d'en vivre. Et d'en vivre suffisamment bien pour en plus avoir d'autres projets à côté. C'est ce qui peut me permettre aussi de développer à côté mes propres univers. Et par exemple, dès que j'ai un petit moment libre, j'ai envie de dessiner un de mes personnages comme Dread McFarlane qui est beaucoup moins connu, mais grâce à Naulbuck, les gens l'ont découvert aussi. Et ça me fait plaisir parce que voilà, c'est grâce à Naulbuck que mes autres créations aussi ont pu être un peu plus connues. Et voilà, c'est vraiment un ensemble qui fait que c'est vraiment quelque chose de génial à vivre. Et je ne saurais jamais être assez reconnaissante envers tous les fans pour ça, parce que c'est vraiment formidable, surtout pour un auteur de pouvoir vivre de sa passion. Et merci beaucoup. Voilà. Et du coup, tu vas, enfin, avant Covid, etc. évidemment, tu faisais des conventions, tu allais à la rencontre des gens pour un petit peu dédicacer. Tu me parlais du fait que les gens te demandaient souvent de dessiner le nain. Oui, bah, j'en ai fait plusieurs. Durant un temps, j'en ai même fait pas mal. Puis après, j'ai arrêté parce que déjà, ça me fatiguait beaucoup. Puis en plus, ça me prenait du temps que je préférais consacrer aux albums, aux dessins. Puis après, il y a eu des petits soucis de santé qui se sont ajoutés. Donc, j'ai un peu levé le pied. Mais bon, peut-être qu'à un moment, je reprendrai. Puis en compensation, j'essaye d'être présente d'une autre manière, que ce soit en ligne, donc par exemple avec le Twitch, avec des interviews vidéo et tout ça. Voilà, j'essaye de compenser mon absence au festival par ce genre de petit événement comme toi tu proposes. Donc attendez, je vous mets ici les liens. Donc vous avez son lien Twitch, vous avez son site internet, comme ça vous pouvez voir ce qu'elle fait aussi un petit peu en dehors de Naulbuck. Et vous avez aussi son Tipeee, parce qu'elle propose plein de super petites contreparties, des petites choses, des petites choses personnalisées. Et je trouvais ça super. Comme je te dis, moi je découvre, c'est affreux de me dire ça, que je découvre en fait des artistes que finalement je connais depuis des années en me disant ah bah oui c'est vrai que tiens il est sur Twitter, il est sur Tipeee et donc voilà, je vous encourage à aller voir un petit peu aussi ce qu'elle fait en dehors de Naulbuck, parce que c'est un très joli coup de crayon. Et puis elle fait des petits live Twitch dessin et gaming. T'avais fait
tu as fait du coup du Monkey Island, c'est ça? Tu as commencé un petit peu à faire C'est du... ça, je suis fan de jeux vidéo depuis toujours, autant de que de bande dessinée. Et du coup, Mhm, voilà, j'avais envie de concilier un peu mes deux passions. Et vu que maintenant j'ai une chaîne Twitch, j'ai dit, bon, bah, après tout, pourquoi pas? S'il y en a que ça intéresse, je peux parler un peu mhm, des jeux que j'aime bien. En plus, il y en a plusieurs qui m'en avaient fait la demande et qui nous disaient, allez-y, vas-y, parle des jeux que t'aimes bien, fais-nous découvrir des trucs. Et mhm, du coup, j'ai dit, bon, bah, on va commencer par Monkey Island parce que c'est un de mes jeux préférés qui m'a beaucoup mhm, influencé. Et donc, voilà, j'ai commencé avec ça. Et puis, on mhm. verra par la suite s'il y en a d'autres. S'il y en a d'autres qui se présentent, si ça plaît bien. Bah, Twitch, c'est vrai que c'est un très chouette univers et ça te permet finalement de pouvoir partager un petit peu comme les live dessins que tu fais où bah, tu demandes un petit peu aux gens ce qu'ils ont envie de voir et Mhm. de voir le personnage qui prend vie comme ça devant toi. Je trouve que c'est toujours très chouette de pouvoir avoir des petites... Enfin voilà, d'avoir le sentiment, en fait, si tu veux, de participer à ton dessin quelque part en donnant les idées et tout. J'ai regardé la de rediff de Monkey Island d'ailleurs. Moi, j'ai pas encore vu. J'ai regardé la partie dessin. J'ai pas encore été voir la partie gaming. Donc, Merci, c'est cool. l'essentiel sur Twitch, c'est vraiment de pouvoir passer un bon moment. On va parler justement des influences. C'est donc là au niveau jeux vidéo, tu dis c'est vraiment Monkey Island, c'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué. Au niveau bande dessinée, au niveau fantasy, jeux de rôle, etc. Qu'est-ce qui ont été vraiment pour toi un petit peu des choses qui t'ont marqué, qui t'ont influencé finalement dans ta carrière, dans ton style de dessin, des trucs où tu t'es dit ça c'est quelque chose, j'ai vraiment envie d'arriver un petit peu à faire un petit peu dans ce genre-là. Évidemment, chaque artiste s'inspire jusqu'à trouver son propre style. Et donc, quelles ont été pour toi tes inspirations au niveau du dessin? Alors, au niveau du dessin, bah, y en a eu énormément parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais surtout franco-belge. Donc, j'étais surtout influencée par les grands classiques, hein, que ce soit Astérix, Lucky Luke, les Schtroumpfs, tout ça. C'est vraiment ceux avec lesquels j'ai grandi. Moi aussi. Donc voilà, au début, quand je faisais mes toutes premières bandes dessinées, que je savais pas tenir à crayon, je m'orientais plutôt vers ce genre de choses. Puis bon, par la suite, j'ai découvert d'autres styles de BD, dont des BD de fantasy, comme La quête de l'oiseau du temps, ou ce genre de choses. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais peut-être m'orienter vers un truc un peu plus détaillé, plus réaliste. Mhm, Et donc, voilà, j'ai tenté un peu tout. En essayant de recopier tout ce que j'aimais bien. mhm. Puis bon, après, par la suite, j'ai découvert les mangas, les comics, et qui étaient encore d'autres styles de dessin. J'ai dit, ah, c'est Oui. pas mal, c'est très expressif, c'est dynamique et tout. Donc, j'essayais de prendre un peu tout ce qui me plaisait Mhm, ici et là. Et j'avais pas vraiment une référence en particulier. C'est vraiment un mélange de tout ce que j'aimais bien, que mhm. j'essayais de reconstituer à ma sauce. D'accord. Bah oui, c'est en fait c'est ça quand on a quelque chose qui nous plaît, en fait, on se dit ben tiens, comment est-ce que cette personne a fait ça? On essaye un petit peu de voir ce qu'on peut en faire. Et comme tu dis, c'est vrai qu'au niveau dessin, j'ai fait art plastique, donc du dessin j'en ai bouffé aussi. Et c'est vrai qu'au niveau dessin, ben on part de quelque chose d'existant. Les gens qui pensent qu'il y a des génies qui partent de rien, etc. Voilà, on part de choses existantes qui nous plaisent. Parfois on décalque, ensuite on recopie, ensuite on commence à faire d'un autre style jusqu'au moment où ça devient suffisamment naturel pour que on se dise bah moi j'ai envie de dessiner comme ça. Et là maintenant, si tu réfléchis, ça fait combien d'années que tu dessines? Que tu dessines pas professionnellement, hein, que tu dessines, ou t'es vraiment... Depuis toujours. Hein, c'est depuis, je sais pas, j'étais en maternelle quand j'ai commencé pas mes premiers vrais dessins, mais les premiers dessins qui ont commencé un peu à interpeller mon entourage, on va dire. Mhm. Et du coup, ouais, non, j'ai toujours aimé dessiner, même avant de savoir lire et écrire. Hein, donc, voilà, je devais avoir 6-7 ans quand je faisais mes premières petites BD avec des petits bonhommes dans des petites cases, ce que je voulais faire comme dans Astérix. Mhm. Voilà, donc oui, je dessine vraiment depuis toujours. Et voilà, de manière professionnelle, c'est depuis 2001, je crois. Je ne me trompe pas, avec ma première BD sortie. Est-ce qu'ils ont pas encore, est-ce que sur Twitch, ils ont pas encore essayé de t'entraîner vers tu sais, ces jeux de dessin là qu'on a fait? Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? C'est quoi? C'est Scriblio ou un truc comme ça?
Ils ont J'ai pas fait déjà une essayé de partie une t'entraîner fois. là-dessus? Oui. J'ai fait une partie une Je fois, pense que c'était tous très les rigolo. dessinateurs, on essaye de les tirer sur... Gartic Phone, merci. Gartic Phone, c'est ça, C'est voilà. ça, oui. Jeu de dessin, oui, voilà, Ouais, merci, Gartic Phone. j'ai fait une partie, mais c'est pas parce qu'on sait un peu dessiner que c'est forcément plus facile, je peux vous l'assurer. Et en plus, ça va tellement vite, tu vois, que en fait, moi, j'ai pas l'habitude de synthétiser. Tu vois, moi, je vais trop dans le détail. Et du coup, je me dis, faut que je fasse ça comme ça. Et je perds trop de temps. Et alors, on me dit, mais fais des stickman. Voilà, c'est Mais ça, dessiner, en exactement. fait, Donc, quand tu sais un peu dessiner, et je pense que c'est encore à pire la quand limite, tu c'est sais plus un très bien handicap qu'autre dessiner. chose parce qu'on veut faire trop bien et on passe trop de temps, quoi. C'est ça, je veux dire, dessiner un bonhomme bâton, c'est pas possible. C'est physiquement dur, vous vous rendez pas compte. Dessiner, Voilà, dessiner 5 barres avec un rond, ça va contre nos convictions profondes. C'est dur, c'est très très dur. c'est ça. Donc oui, voilà quoi. C'est un genre de Pictionary, c'est ça en fait. En fait, Gartic ouais. Phone, ouais, tu as une personne donne une phrase. Donc chaque joueur en fait au début va donner une phrase, ensuite le joueur suivant va recevoir de manière anonyme la phrase et il va devoir dessiner cette phrase. Le joueur suivant reçoit le dessin et il doit donner une phrase à partir de ce qu'il arrive à voir sur le dessin. Et en fait ça passe d'un truc à l'autre et ça chez nous à chaque fois qu'on en fait ça part complètement en sucette. Parfois ça reste plus ou moins fidèle, tu vois, parce qu'il y a une espèce d'éclair de génie sur des trucs où tu sais pas comment les gens ils ont deviné que ça devait être ça mais c'était ça. Et parfois, ça part dans des proportions pas possibles. On lance une partie. Non, pas maintenant. J'avais Khaled qui me demandait une planche prend combien de temps en moyenne à être dessinée? Ça dépend beaucoup de ce qu'il y a dessiné dans la planche. Si c'est juste une scène tranquille où les persos sont juste là à discuter, ça peut prendre 2 jours, grand max, même moins. Quand c'est une planche où il y a un beau grand décor et où il y a plein de monde, de la bataille et tout, là, ça peut prendre facile une semaine. Ça dépend vraiment du thème de la planche, en fait. Et là, maintenant, j'ai vu, du coup, tu dessines sur Photoshop, c'est ça? Clip Studio Paint, mais c'est un peu comme Photoshop. Oui. Du coup, j'ai vu que tu dessinais et tu étais plutôt papier avant ou ça fait déjà un moment que tu travaillais en numérique? Ça fait combien de temps en fait que tu as fait la transition? Moi, j'arrive pas à dessiner en numérique. Pas si longtemps. Non, je suis passée assez tardivement en fait à la tablette parce que j'ai quand même fait au moins une vingtaine d'albums avant de m'y mettre. Donc oui, c'est assez récent. Je pense que ça doit être il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça. Oui, bah oui, j'imagine, oui, effectivement. C'est une sensation qui est assez différente en fait. C'est quand on sent pas le papier, qu'on n'a pas le. C'est particulier en fait. Oui, j'ai du mal à m'y mettre et puis j'ai dû vraiment m'y mettre à plusieurs fois en fait. Parce qu'au début, j'ai dit non, je n'y arriverai pas, laisse tomber, c'est pas la peine. J'ai insisté, j'ai dit ah, mais finalement, c'est quand même vachement pratique. Et du coup, maintenant, j'arrive plus à revenir au papier, c'est horrible. Oui, je pense que c'est vraiment en fait une transition à faire. Moi, j'ai pas encore réussi à passer le cap parce que je comprends l'intérêt, je comprends la rapidité et tout ça, mais tu vois, quand je dessine, ça reste encore sur papier aujourd'hui, donc je peux comprendre tout à fait. Hein. Il y a une certaine sensation de papier qui me manque aussi, mais il y a un tel confort d'utilisation avec la tablette que j'arrive plus à revenir en arrière maintenant. Et puis c'est un gain de temps aussi assez conséquent, quoi. Je veux dire, le fait de pouvoir juste revenir en arrière, tu vois, parce que bon, on va pas se mentir, hein, quand on travaille par exemple avec de la couleur, genre des aquarelles et tout, quand ça bave les gens, c'est foutu, hein. Voilà, c'est difficile à rattraper. Avec la tablette, on peut corriger, il n'y a pas de souci. C'est ça, la tablette, tu fais un petit CTRL Z et ni vu, ni connu. Exactement. Et ça marche bien, donc c'est sûr que non, c'est assez pratique. Question, est-ce que le chat à gauche arriverait à attraper l'oiseau à droite? Non, mais même pas. Quelquefois, il saute un peu sur la cage, mais pas méchant. Il a pas l'air plus intéressé que ça en même temps. J'ai vu passer derrière, mais d'un air un petit peu nonchalant. C'est comme la mienne, je crois qu'elle roupille là-haut. Elle est encore là ou elle est partie? Je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'elle est, Cléo, là. Elle repassera sûrement dans le champ de la caméra à un moment ou à un autre. Voilà, c'est chez eux, de toute façon. Nous, on vit que là, hein, mais c'est chez eux. Donc voilà, faites-y vous. Si vous avez des chats, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez eux. Avec la tablette, on peut pas faire d'origami. C'est vrai. Et quand tu reviens sur le papier, le CTRL Z, ça manque quand même. C'est ça.
C'est ça, c'est la difficulté du truc. Mais j'ai vu par exemple sur Tipeee que tu fais, par exemple dans les contributions, il y a des petites illustrations originales, des petites choses comme ça. Donc ça, c'est vrai que ça a quelque chose. Enfin, tu vois, pour moi, ça a quelque chose de toujours assez précieux, tu vois, d'avoir ce coup de crayon et tout. Donc c'est assez chouette. Pour les Je mouches ou les comprends que moustiques. c'est pour ça que je continue. Hein. Je continue à faire un peu de dédicaces et tout. J'arrive toujours à dessiner un peu sur papier, puis, ne serait-ce que pour proposer aussi les originaux, parce que je sais que les gens aiment bien en général. C'est vraiment surtout pour les albums ou vraiment les belles illustrations que je préfère travailler sur tablette, mais de temps à autre, revenir un peu sur le papier. Ça m'oblige aussi à être plus concentrée. Parce que je sais que je peux pas annuler. Du coup, c'est pas plus mal. C'est pour pas perdre le coup de main, comme on dit, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Mais Nérès qui me disait juste avant, à la maison, on a tous les albums, y compris les hors-séries, et qui demandait, sans trop nous spoiler, quel est le scénario de vos BD, donc de celles que toi tu fais. Donc j'imagine que tu parles des Excuse-moi, je ne reviens plus sur le nom. Les tiennes que tu as fait, Dread McFarlane, tu Oui, vois. voilà. Je pense que Que c'est j'ai ça, fait, mais tu préciseras dans le chat, Ménérez, au cas où. Dis-moi. Mhm. Alors, sans trop oui, spoiler, c'est quoi le... Du coup, j'ai pas compris la question. Sans trop spoiler, il demandait un petit peu quel était le scénario, en fait, un petit peu le plot de ces BD-là. J'imagine que c'est ça. Quelles sont les histoires que Les j'ai histoires, écrites, en voilà. gros. Oui, D'accord. voilà. Alors, en fait, donc j'en ai écrit plusieurs. Donc, Dread McFarlane, donc c'est une histoire qui raconte donc les aventures d'une jeune apprentie pirate. Donc, c'est l'héroïne Dread McFarlane. Donc, en fait, c'est un peu un mélange entre Peter Pan et Pirates des Caraïbes, des univers que j'aime beaucoup. Donc, en fait, Dread McFarlane, c'est une petite orpheline donc, qui se retrouve avec les enfants perdus au pays imaginaire. Sauf que des souvenirs vont lui revenir de sa vie d'avant, où elle se souvient que son père était pirate, et du coup elle va vouloir partir à ses recherches, et pour ça donc, elle va devoir retrouver les pirates, et donc le capitaine Crochet et tout ça, et essayer de s'en faire des alliés, ce qui n'est pas gagné. Et donc à partir de là, s'ensuit tout un tas d'aventures où elle va quitter le pays imaginaire, traverser les Caraïbes à la recherche de son père, et de tas d'autres aventures. D'accord, oui, on est sur quelque chose d'assez... Donc tu as repris en fait un univers existant dans lequel tu crées vraiment un personnage et son histoire propre, son héroïne, du coup dont on va suivre un petit peu le parcours à la recherche finalement un petit peu de son passé, c'est ça? Ça, tout à fait, exactement. Ça me rappelle, Marion, si tu ne connais pas de Cap et de Croc, je te recommande. Je connais le nom, il me semble que j'ai lu un ou deux tomes, mais j'avais pas fini la saga, mais j'avais beaucoup aimé ce que j'avais lu en tout cas. Oui, je vois que tout ce qui est piraterie, ça te parle beaucoup. Ah bah, c'est vraiment un univers que j'adore, c'est pour ça que j'ai voulu écrire dans cet univers et créer mon personnage dans cet univers, donc oui, forcément. Du coup, d'autres potentielles aventures un petit peu dans cet univers-là. Aujourd'hui, tu te projettes un petit peu comment par rapport justement aux bandes dessinées, pardon. Est-ce que tu as des nouvelles choses en fait qui te sont venues un petit peu entre-temps, ou tu as envie en fait de pouvoir continuer sur les aventures sur lesquelles tu travailles et tu te dis j'ai envie de développer mes personnages existants avant de créer de nouvelles histoires. Comment est-ce que ça se passe un petit peu à ce niveau-là de ce que tu vois? Alors, en tout cas, au niveau BD, pour le moment, je me concentre essentiellement sur Nullbuck. Donc là, tout ce qui est mes autres univers, donc Dread McFarlane et le reste, j'ai plus envie de les développer sous forme de jeux vidéo. Parce que donc c'est aussi un média que j'aime beaucoup, et voilà, au niveau BD, comme je suis vraiment à fond sur Nullbuck, j'ai plus trop le temps pour faire d'autres séries, et donc voilà, si je les développe, ce sera sous forme de jeux vidéo. Donc pour le moment, je préfère adapter les histoires que j'ai déjà écrites pour essayer de les rendre sous format jeu vidéo le mieux possible. Mais j'ai bien l'intention par la suite de développer. Par exemple, en ce qui concerne Dread McFarlane, par exemple, j'ai envie de revoir entièrement son histoire, en fait, parce que j'ai écrit en 5 tomes à une époque où j'étais un peu différent d'aujourd'hui. Forcément, tout le monde évolue. Et je pense qu'aujourd'hui, j'écrirai son histoire différemment. Même le personnage est un peu différent, et je pense que je vais
voilà, je vais partir sur... si je devais revenir sur Dread McFarlane, je pense que je partirais sur pas forcément une histoire très différente. Il y aurait quand même bien sûr des similitudes, mais voilà, raconter différemment en tout cas. Donc je pense que c'est un de mes projets que je vais faire dès que j'aurai fini mes jeux en cours. Là pour le moment, je suis sur l'adaptation des Chroniques de Cthulhu, donc c'est toute une saga de fantasy, d'heroic fantasy que j'ai écrite en bande dessinée, qui ont été illustrées par d'autres dessinateurs et que donc je suis en train d'adapter en jeux vidéo qui seront téléchargeables gratuitement. Dont Ecos, là, comme dit Sucremonde. Donc, La légende d'Ecos, c'est une BD en 2 tomes que j'ai écrit et dessinée par Vincenzo Riccardi, qui ont donc été publiés par Clair de Lune. Et donc, voilà, là, j'ai terminé récemment l'adaptation en jeu vidéo. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça a été un très, très grand plaisir de faire ça et je compte faire ça pour mes autres univers et développer mes univers personnels de cette manière. Voilà. Et comment ça se passe justement en fait quand tu as cette possibilité-là de te dire c'est quoi un petit peu le processus derrière le fait de dire c'est adaptable en jeu vidéo et maintenant ça se passe comment alors c'est toi qui fais la démarche d'aller pitcher en fait ta bande dessinée, ton scénario à une société qui fait des jeux vidéo. Comment est-ce que ça se passe exactement une adaptation de bande dessinée vers un jeu vidéo? Donc j'ai vu que l'année dernière il y avait Nullbuck, mais dis-moi, vas-y. En fait, pour Nullbuck, je me souviens plus exactement parce que le projet commence à dater un petit peu, mais je crois que c'était, si je me trompe pas, je crois que c'était la société Artefact qui nous avait approché pour proposer l'adaptation. Maintenant, John Lang me corrigera si je me trompe parce que j'ai vraiment des souvenirs assez flous sur le début du projet, mais je crois que c'était ça. Par contre, en ce qui concerne mes jeux à moi que je suis en train de faire en ce moment, c'est vraiment des jeux amateurs que je fais comme ça pour le plaisir et que je distribue ensuite gratuitement. Donc là, il n'y a pas de démarche auprès d'éditeurs ni rien, c'est vraiment, je fais tout chez moi, tranquille, le soir après le travail pour me détendre. Donc c'est vraiment pas du tout la même démarche. C'est juste que par exemple, là, les Chroniques de Cthulhu, c'est un univers que j'avais pas pu revoir depuis un petit moment parce que j'étais très occupée sur Nullbuck ou que j'étais occupée sur Dread McFarlane. Et du coup, ça me manquait. Je me dis, j'ai vraiment envie de m'y remettre. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de... Voilà, je me dis, La légende d'Ecos, ça mérite vraiment, je pense, une approche un peu audiovisuelle avec de la musique, une jolie mise en scène et tout ça. Et donc, j'ai voulu tenter. Et voilà, et comme j'ai vraiment adoré l'expérience, je me suis dit, allez, on va faire pareil pour mes autres univers et on verra bien si ça plaît. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Et comment est-ce que tu fais justement alors à ce moment-là tu utilises quelque chose un type d'éditeur particulier et alors tu transposes en fait de la bande dessinée à l'intérieur. J'ai du mal en fait, excuse-moi, moi je suis vraiment noob là-dessus complètement, je vais être honnête. J'ai du mal un petit peu à comprendre du coup alors comment est-ce qu'à partir justement de ta BD tu peux toi-même en fait créer du coup le jeu vidéo derrière. Parle-moi comme à une enfant. En fait, comme dit Sucremonde, là, et puis tous ceux qui répondent sur le chat et que je remercie, et donc ce sont des visual novels essentiellement, donc c'est-à-dire que ce sont je garde la même histoire, c'est juste que c'est raconté de manière un peu interactive. C'est-à-dire que je laisse un peu le choix au joueur de savoir ce qu'il veut faire avec les personnages, mais tout en gardant la trame principale telle que je l'ai racontée dans la BD. Mais donc je rajoute un peu d'interaction. Par exemple, on peut se balader un peu dans des endroits que j'avais pas forcément développés en BD ou des dialogues qui sont pas forcément non plus développés dans la BD, qui permettent d'en savoir un peu plus sur les personnages, ce genre de choses. Enfin, ça me permet vraiment de développer des aspects que j'avais pas forcément eu le temps de le faire en BD. Et voilà, mais tout en gardant la trame principale que j'avais écrite à la base. D'accord, le visual novel, si je me trompe pas, on est plutôt sur quelque chose... c'est un format qui est assez répandu plutôt côté japonais, non donc où on a en fait des des plans BD un petit peu fixes, c'est ça et on passe en fait d'un plan à l'autre. Parce que je demandais si c'est des jeux, quel type de jeu point and click. En fait, au départ, oui, je faisais surtout des point and click. Donc, c'était plus des petits bonhommes animés dans un décor. Sauf que j'avais de plus en plus de mal à faire des animations basées sur mes personnages parce qu'ils ont quand même leur design propre et tout. Et réussir à les animer, c'est franchement pas évident. Oui, l'animation, c'est difficile. Quand je me suis orientée vers le visual novel, où c'est vraiment une succession d'images fixes, tout de suite, ça m'a fait plus de possibilités parce que j'avais pas la nécessité de les animer, qui réduisait quand même énormément la charge de travail. Voilà, c'est ça. Et donc, je me suis dit, je pense que c'est comme ça le meilleur moyen que j'ai de raconter mes
mes histoires en jeu vidéo, c'est par le visual novel, parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. J'ai pas les outils pour, j'ai pas l'expérience pour, j'ai pas le temps non plus. Par exemple, d'apprendre la 3D, c'est énormément de boulot. Et donc voilà, si je veux faire quelque chose qui soit à la fois sympa, beau et qui me prenne pas énormément de temps, je trouvais que c'était le meilleur compromis, tout simplement. Et puis c'est le plaisir, je pense aussi quelque part de le faire finalement toi-même aussi. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Parce que si je veux vraiment faire un gros jeu avec des animations, des beaux décors en 3D et tout ça, c'est évident, je peux pas le faire moi-même. Et après, il faut savoir si ça intéresse un éditeur de jeu ou pas, c'est encore encore autre chose, parce que je sais que c'est énormément de boulot de faire un jeu vidéo, ça coûte des sous et tout. Est-ce que mes univers vont plaire? Je sais pas. Donc j'ai jamais vraiment fait la démarche de proposer ce genre d'univers à des sociétés de jeux vidéo, parce que bon, c'est quand même un peu particulier, et puis je sais que c'est... Voilà, le fait de tout faire moi-même et de proposer gratuitement, c'est vraiment pour le plaisir, pour moi le plaisir de retrouver mes personnages, eux j'espère le plaisir de jouer, de les découvrir. Et voilà, pour le moment ça me convient comme ça. Maintenant évidemment, si un éditeur m'écoute et me propose d'adapter un de mes univers en jeu vidéo, ce serait évidemment merveilleux. Ils sont sur ton site, du coup, les visual novels, on peut les trouver Oui. où? Bah, ils sont tous mes jeux sur mon site. Là, les tout premiers que j'ai fait en point and click, ils sont tous là. Les deux derniers que j'ai fait, donc la légende d'Écosse, ils sont tous téléchargeables sur mon site gratuitement, il n'y a aucun souci. Ah bah c'est chouette, vous savez ce que vous allez faire après le live. Hein. moi je sais que je vais aller les voir. Alors je pense, ça fait des années que j'ai pas joué à ce type de jeu-là, mais vraiment j'ai envie d'aller voir un petit peu. Donc il parlait de Écosse. Écosse, alors c'est quoi comme style d'univers? Alors, la légende d'Écosse, en fait, ça se passe dans un univers d'heroic fantasy que j'ai écrit il y a déjà pas mal d'années, puisque c'est dans cet univers que se déroule ma toute première BD Shael, que j'ai sortie en 2001. Bon, je l'ai un peu développé depuis, mais les bases étaient déjà là, en tout cas à ce moment-là. Et en fait, la légende d'Écosse, ça raconte un peu, comment dire, le mythe, pas vraiment un mythe, puisque ça s'est vraiment passé, mais toute l'histoire qui est à la base de la, comment dire, pas la mythologie, mais tout ce sur quoi est basé l'univers de Catural, les croyances des peuples et tout ça. Donc en fait, ça raconte, comment je peux résumer ça de manière pas trop compliquée. En fait, à la base, Catural, c'est une planète, une planète d'heroic fantasy, donc avec ses peuples et tout, qui a beaucoup évolué. Et à un moment, les sorciers étaient devenus tellement puissants qu'ils ont un peu corrompu pas la magie, mais c'est un peu de la magie, mais ça s'appelle le Faer, donc c'est une énergie, un peu comme la force qui régit un peu l'univers. Et donc ils l'ont corrompu et ça a provoqué l'explosion de la planète. D'accord. Et à partir de là, donc ça a commencé à mourir à petit feu, jusqu'à ce que revienne Écosse. Écosse qui est donc l'incarnation du Faer et qui a permis à son retour de rétablir l'équilibre entre création et destruction et de ramener la vie en fait sur toutes ces terres. Donc elles ont gardé les séquelles du fait que comme il n'y a plus de planètes, ce sont des terres plates qui flottent dans l'espace, mais la vie a pu reprendre dessus grâce au retour d'Écosse. Donc ça raconte comment elle est revenue, toutes les aventures qu'a dû vivre la petite fille qui lui a servi de réceptacle, avec son lot de drames et de... C'est ce que j'allais dire justement, elle revient sous quelle forme? Elle revient sous une forme plutôt humaine, éthérée, une réincarnation, une créature. C'est ça que je voulais demander justement. En fait, c'est sous forme d'un réceptacle qui prend donc la forme d'une petite fille elfe qui s'appelle Athénae. Et donc, il n'a absolument aucune conscience de qui elle est. C'est juste qu'elle est orpheline, elle a été recueillie par un vieux fermier, elle vit sa vie tranquille. Jusqu'à ce que les événements la rattrapent et donc petit à petit elle va découvrir qui elle est vraiment et jusqu'à s'accepter à la fin et permettre de reprendre sous son aile tout cet univers. Voilà. Lion dit 57 jeux vidéo, waouh. Oui, mais dans les 57, il y en a quand même beaucoup qui sont très vieux, que je vous déconseille forcément. Regardez plutôt le plus récent, c'est mon conseil. Regardez les plus récents. Mais il faut pas... Enfin, voilà quoi, écoute, on a tous commencé quelque part, c'est bien d'aller voir aussi l'évolution un petit peu. Les 57 jeux vidéo... Il y en a quand même des anciens que j'aime beaucoup, puis après ça dépend aussi des goûts de chacun. Par exemple, si vous aimez Star Wars, j'ai fait des fangames sur Star Wars, donc si vous préférez commencer par là, allez-y, même si c'est des jeux qui datent un peu,
il y en a quand même dont je suis assez contente, donc n'hésitez pas. 57 jeux vidéo, ouais, j'avoue que c'est quand même... ça fait pas mal de contenu. Et quand tu travailles justement du coup sur ce type de média-là, tu dis que tu travailles un petit peu le soir après le boulot parce que ça te fait plaisir en fait de le faire et de pouvoir donner vie finalement à tes créations à travers un jeu où les gens vont pouvoir vraiment s'immerger un petit peu dans tes univers d'une manière différente qu'avec la bande dessinée. Et ça te... Une grosse moyenne. Maintenant que tu en as fait 57, une grosse moyenne. Quand tu veux faire un petit jeu comme ça en visual novel, toi-même, tu comptes à peu près combien de temps pour le faire? Entre quelques semaines et quelques mois, ça dépend de la complexité du projet. Mais en général, j'essaye de ne pas me lancer dans les trucs trop complexes et trop longs parce qu'au bout d'un moment, je me lasse, j'ai plus la même motivation qu'au début et du coup, je finis pas. Donc, je sais que si je veux finir un jeu, faut pas que je vise trop gros ni trop long et donc je me donne maximum 3-4 mois, je dirais environ. Ouais, c'est le problème quand on se lance en fait dans des projets qui sont trop conséquents. En fait, le fait que ça traîne en longueur, on peut vite à un moment donné être découragé, en avoir marre parce qu'on a besoin en fait qu'à un moment donné ça s'arrête. On a besoin d'arriver en fait à une finalisation et quand on sait que c'est trop conséquent, voilà. Alors à part le couper en chapitres, tu sais, de te dire je vais faire un très gros projet mais je vais le couper chapitre par chapitre et comme ça tu sais qu'à chaque fois tu peux sortir quelque chose. C'est super compliqué comme tu dis, de ne pas se lasser finalement de ce que tu fais parce que à force de voir tout le temps la même chose et de travailler tout le temps sur le même projet sans avoir l'impression que ça aboutit. Je peux comprendre, c'est l'histoire de ma vie. Tu fais aussi ça à l'asperge. Tu fais aussi. Ouais, mais je comprends, mais moi c'est pareil. Quand je me lance dans des trucs trop conséquents et que ça traîne trop en longueur, j'ai qu'une hâte, c'est que ça s'arrête. C'est ça, il faut garder sa motivation et donc ça implique de ne pas se lancer dans des trucs trop longs parce que voilà, après on a notre esprit par ailleurs et on a envie d'autre chose. Donc si on veut rester motivé du tout du long, voilà, il ne faut pas que ça prenne trop de temps. C'est ça, et puis sans parler forcément des jeux spécialement récents, etc. Mais on peut comprendre en fait quand on est soi-même dans cette démarche-là, et tu sais que tu joues à des jeux vidéo, et que des fois, certaines fois, t'as vraiment l'impression que la fin, elle a été un peu bâclée. Finalement, je pense que quand tu le fais toi-même, parfois tu peux un peu plus comprendre pourquoi, parce que tu te dis, c'est bon, ils en avaient marre, ils voulaient que ça s'arrête. Exactement. Et du coup, la fin, elle a été bâclée. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent, oui. C'est des choses qui arrivent, oui. Attends, lui qui dit « À la recherche de Dread McFarlane, et celui que je recommande le plus à tout le monde, c'est mon préféré. L'histoire y est merveilleux. Le moteur de Plotagon, rigolo. » Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi, le moteur de Plotagon? Plotagon, en fait, c'est comment dire... C'est pas un jeu, c'est une sorte de logiciel qui est destiné justement à raconter des histoires. D'accord. Et donc, je m'en suis servi pour créer et animer les personnages de ce jeu. Et voilà, ça a été la base graphique de ce jeu et c'est vrai que ça apporte une petite patte vraiment très sympa. Donc voilà, je suis bien contente que ça a plu. La Jens qui dit « Tout le monde, moi le premier, se lance dans des projets qui sont trop longs, qui prennent des proportions trop grandes. » Bah oui, c'est un petit peu c'est un peu la difficulté en fait. C'est quand tu commences un grand projet comme ça, il y a beaucoup d'enthousiasme. Sauf que plus le temps passe et plus cet enthousiasme il peut se tarir et jusqu'à un moment où en fait c'est pénible d'avancer dessus et je pense qu'il faut trouver le bon compromis, comme tu dis, 3-4 mois, en termes de temps, de te dire je me laisse 3-4 mois pour le faire et le sortir, le finir et ne pas se lancer dans des trucs trop ambitieux, surtout quand on est seul à tout faire. Tout à fait, oui. Parce que sinon c'est sûr que ça décourage. Sinon la série des Wendy Whedon 1, 2 et 3 est aussi fantastique. Alors, il y a l'asperge qui demandait si c'est recommandé de lire la bande dessinée avant de jouer. Non, mais ça aide à mieux comprendre le personnage de Dread. Oui, c'est ça, hein, forcément. C'est des médias différents, en fait. Et je pense que ça se concurrence pas, mais que ça se complète. Il y a des choses que tu vas avoir dans le jeu vidéo que tu n'as peut-être pas mis dans la BD, des choses dans la BD qui ne reviennent pas dans le jeu vidéo. Et il se moque là un petit peu, Hades, parce que oui, on joue beaucoup à Star Citizen ici, un petit peu moins qu'avant maintenant. Mais du coup, voilà, ils aiment bien, on aime bien taquiner le jeu parce que ça fait depuis 2013 que ça en cours et voilà, ça fait 8 ans, c'est pas encore sorti, les gens râlent un peu, tout ça. Et
Et donc, J'en ai entendu parler, ouais. mais on est sur quelque chose de très 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 ambitieux et donc c'est normal Ah oui, que ça prenne, bah, ça surtout un prenne un gros jeu certain comme temps. ça prend du temps, hein. Bien sûr, oui, 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 bah vraiment. Hein. Alors attends, l'asperge, d'accord, je n'ai lu que le premier tome, c'est dans mes projets de lire la suite. D'accord. Eh ben, j'espère bien. On va découvrir plein de BD. Du coup, grâce à toi ce soir, c'est bien. On va repartir avec des jeux, on va repartir avec des envies de BD. En tout cas, je sais que mes tomes sont à la maison, dans la bibliothèque, et je sais que je vais les sortir pour les faire lire déjà à ma fille et voir un petit peu ce qu'elle en pense. Si elle Bah, accroche un j'espère petit qu'elle peu, va comme voir. ça, je lui montrerai la suite et tout. Non, c'est vraiment très agréable. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la saga audio, tu vois, par exemple, pour en revenir juste à Naulbug, c'est sûr que bah, elle est encore un peu petite, tu vois, pour comprendre les subtilités, mais avec les images, justement, ce que toi tu fais, c'est ça rend ça plus accessible et visuel. Et donc, pour elle, même si elle va pas forcément comprendre la finesse des blagues, c'est comme quand on était enfant et qu'on lisait justement les Astérix et qu'il y avait des petits jeux de mots un peu subtils et tout. Et Ouais. on comprenait pas forcément quand on était enfant, mais ça n'enlevait pas le plaisir de lecture. Je Tout sais à pas si fait, tu vois ouais. ce que je veux dire. Oui, absolument, ouais, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Faut motiver Marion pour venir sur le jeu. Non, non, pas pour le moment. On Pas m'a pour le déjà moment. demandé de venir sur tellement de jeux. Et j'ai déjà pas le temps de jouer à ceux que j'ai prévus, donc je vais pas me rajouter ça en plus. Mais bon, un jour, qui sait. Il y a Elchi qui disait que si tu aimes bien tout ce qui est univers pirate, tu aimerais peut-être bien Sea of Thieves. Tu as déjà vu ce jeu-là? Je l'ai vu parce que donc j'ai regardé des streamers qui y jouaient. Et effectivement, ça, vu comme ça me plaît beaucoup. Et si j'avais l'occasion, je pense que j'y jouerais avec plaisir. Mhm. C'est surtout vraiment le temps qui me manque. C'est malheureusement ça le souci. Mais sinon, si un jour j'ai du temps, oui, ça fait partie des jeux que je prendrais plaisir à découvrir, je pense. Mhm. Ça, c'est un jeu qui est très sympa à faire justement en coop, avec un petit groupe de matelots. De ce que j'ai vu, en fait, la plupart des gens qui y jouent, ils y jouent minimum à 2, 3, 4 parce que c'est plus sympa, quoi. Après, moi, je l'ai pas Mhm. testé, je l'ai juste vu, mais je l'ai pas encore testé. Sandy et Chris ont fait une vidéo. Ah ouais. Ouais, j'ai vu, mais j'ai pas été encore voir. Enfin, j'ai vu rapidement que tout le monde passait la vidéo ce soir. Alors, Pour répondre à Sucremonde, là oui, j'ai joué au jeu Bug, bien sûr. J'ai joué aussi au DLC. Et j'ai vraiment passé un super moment, c'était super. ouais, j'étais contente, je pense, comme beaucoup de gens quand ils sont sortis. Alors, malheureusement, comme toi, j'ai très très peu de temps en fait pour jouer. Je joue essentiellement en stream. Alors, on me dit toujours, ouais, tu dois tester ça, tu dois tester ça. Non, mais les gars, vous vous rendez compte, j'ai 3 soirs de stream semaine. Genre, on m'a encore demandé hier. Oui, quand WoW va sortir le patch, là maintenant, tu vas revenir. Je ne peux pas, je ne peux pas. C'est pas que j'ai pas envie de jouer, les gars, j'ai juste pas le temps. Oui, mais moi c'est pareil, c'est J'ai terrible. juste pas le temps. Je joue en stream et du coup, je dois faire un choix à un moment donné et c'est très Bah oui, compliqué. bien sûr. Bah, si je pouvais, je jouerais à tout, hein. C'est juste que voilà, entre C'est le ça. travail, les trucs à faire à la maison et tout, malheureusement on n'a pas le temps, mais sinon, L'amulette du sinon ça ferait désordre est en plaisir. promo. D'accord. Et alors justement au niveau du jeu vidéo, pardonne-moi si je ne sais pas trop, comment est-ce que ça s'est passé? Tu as été impliqué aussi alors du coup dans le jeu vidéo Nullbuck ou Oui, oui, parce qu'en fait, il a été, comme il a adapté de la bande dessinée, moi, mon rôle, ça a été en tant que consultante artistique. C'est-à-dire que je devais m'assurer que, ben, déjà, de leur côté, ils m'ont expliqué pourquoi ils devaient adapter comme ci, comme ça pour le jeu vidéo. Et donc, moi, de mon côté, je devais tenir compte de toutes ces indications, tout en m'assurant qu'ils respectaient quand même l'univers graphique de la BD, qu'on reconnaisse bien les personnages, qu'on identifie tout de suite le donjon et ses différents éléments. Donc voilà, moi c'était surtout ça mon rôle, de m'assurer de la cohérence, malgré la différence de style entre la BD et le jeu vidéo. Oui, c'est ça. Et là, je viens de voir aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou hier que tu as publié justement qu'il y avait la bande dessinée basée sur finalement le jeu vidéo. C'est ça qui est sorti? Non, en fait, c'est pas Ou alors, basé sur attends, le jeu j'ai pas vidéo. compris. En fait, c'est les deux premiers tomes D'accord. de la BD qui sont sortis, c'est qui sont déjà sortis il y a quelques années, donc la Oui. première saison. C'est parce qu'en fait, le jeu vidéo est basé sur cette saison-là. Oui. Et donc, c'était juste une manière de faire le lien entre le jeu et la BD en proposant une BD avec la couverture du jeu vidéo. D'accord, Sinon, ok. ça reste la BD qui est déjà sortie. Ah, d'accord, ok, c'est ça que j'avais pas compris. Alors, C'est si l'édition spéciale, je me en fait. disais, L'édition attends, est-ce qu'ils spéciale ont, jeu vidéo. ils ont refait ils ont refait les graphismes, ils ont pris les trucs et tout, et c'est vrai que justement, il y avait la couverture avec les personnages du coup du jeu, et je me suis posé la question, et voilà. Et Non, c'est la même histoire qu'on connaît, c'est juste que voilà, c'est comme c'est elle qui a inspiré le jeu vidéo. Je trouvais que c'était intéressant
faire le lien entre les deux avec cette couverture spéciale. Mhm. Alors attends, Louis qui disait, dans les jeux les plus vieux de Marion, j'ai aussi un petit velours pour son jeu de Nina Tonnerre que je recommande aussi à tout le monde. Le seul jeu où Marion a dessiné elle-même tous les dessins et animations du jeu. C'est vrai ça? Ça a dû Oui, te il y en prendre a, un il y en a temps pas dingue. beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a quelques jeux où j'ai vraiment tout dessiné moi-même. Et Nina Tonnerre en fait partie. Donc c'est basé sur la BD justement que j'ai fait avec mon compagnon David Labarde. Donc c'est Mhm. un personnage qu'il a imaginé, c'est lui qui a écrit tous les gags et tout, et moi j'ai dessiné. C'était vraiment un projet en collaboration qui a beaucoup compté pour nous, et ça a été un vrai plaisir d'en faire un petit jeu en point and click comme ça. C'est pas très long, c'est pas très compliqué, mais c'était très amusant à faire. Ouais, moi j'ai grandi, tu vois, avec. Je joue depuis toute petite, quoi. J'ai passé toutes les consoles en revue et tous les premiers jeux sur PC, les point and click, etc. Et c'est vrai qu'en fait, il y a un petit plaisir, tu vois, à retrouver ce côté vintage, mais adapté aujourd'hui avec d'autres univers que ceux qu'on connaissait quand on était enfant. Donc j'irai voir ça en tout cas avec grand plaisir, un Merci. petit peu sur ce que tu proposes. T'en as beaucoup, rassure-moi, ils sont pas super longs tous, parce que sinon j'aurais pas le temps d'en faire de trop. Non, ce sont tous des jeux relativement courts. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus longs que les autres, mais ils sont vraiment très rares. La plupart sont quand même relativement courts. Ouais. D'accord, si tu devais me conseiller un à faire en live, comme ça... En faire en live. Ah bah, j'ai presque envie de demander à ceux qui y ont joué, qui sont dans le chat, lesquels ils conseilleraient, parce que moi je serais pas assez objective. J'aurais envie de dire les derniers, La Légende d'Écosse, parce que c'est le dernier qui est sorti, c'est celui qui est encore le plus... voilà, dont je suis le plus proche. Sinon, il y a aussi mes derniers jeux d'Anne McFarlane que j'aime beaucoup, mes derniers jeux Wendy Whedon aussi que j'aime beaucoup. Je dirais que c'est plutôt les plus récents. Je pense que ce sont ceux que je préfère jusqu'à présent, même s'il y en a des anciens que j'aime beaucoup. Moi, plus j'avance, plus je suis satisfaite de ce que je fais. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment les plus récents, les Wendy, les derniers Dread et La Légende d'Écosse, je pense, qui vaudraient le coup, à mon avis. D'accord, oui, en fonction un petit peu des univers auxquels on a envie de faire. Oui, bah écoute, H, pourquoi pas, je vais regarder après pour peut-être en télécharger un et en lancer un, parce que normalement on continue tranquillement jusqu'à 11h30. Donc on va un petit peu papoter tranquillement. En plus, dans Écosse, il y a Gul'dan. Gillian, c'est un des personnages d'Echo, donc c'est le vieux fermier qui a élevé la petite elfe orpheline. Alors voilà, je pense. C'est vrai que je l'aime beaucoup et apparemment il a marqué les joueurs, on dirait. C'est ce qui me fait très plaisir. Ah, c'est gai ça quand t'as des retours en fait, effectivement, comme ça. J'ai l'impression qu'autour de tout ce qui est communauté, un petit peu autour de Nalbuck, etc., c'est très. Il y a vraiment une affection en fait, du coup, pour ça. Et c'est quelque chose que tu ressens beaucoup quand t'as des gens qui reviennent vers toi, du coup, par rapport à ton travail, en te disant, bah voilà, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu. Tu ressens un petit peu que là où les gens sont assez peut-être plus durs dans d'autres univers, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de bienveillance un peu autour de Nalbuck, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été créé pour rire, avec des références en fait à tout le cinéma, la science-fiction avec laquelle on a grandi quand on a, je veux dire, quand on a 35 et plus, 30-35 et plus, voilà quoi, énormément de choses où... les gens qui connaissent pas, par exemple, Evil Dead 3, L'Armée des Ténèbres, énormément de bandes-son qui sont dans Nalbuck viennent de ce film-là. Si vous l'écoutez une fois, en fait, vous allez être comme moi, parce que moi, c'est un film que je connais depuis des années, que j'adore. Et en fait, quand vous l'écoutez, c'est très perturbant, parce qu'après avoir écouté pas mal de fois Nalbuck, et vous revoyez L'Armée des Ténèbres, donc Evil Dead 3, et vous entendez Nalbuck pendant que vous regardez un film d'horreur, et c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est génial. C'est compliqué, mais c'est génial. C'est vrai. Ouais. Non, mais j'ai toujours eu énormément de bienveillance de la part des fans de Nalbuck, et c'est toujours un plaisir parce qu'on échange les références, on échange les petites phrases cultes et tout, et c'est vraiment toujours dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, et c'est vraiment formidable, quoi. C'est pas quelque chose qui te lasse, parce que c'est vrai qu'au même titre que Kaamelott, que Reflet d'Acide, qui sont devenus vraiment en côté francophone, je veux dire, dans ce monde-là, des références qu'on sort finalement tout le temps, des petites blagounettes qui viennent toujours de là, etc.
C'est pas quelque chose qui lasse un petit peu quand on est dedans Non. soi-même en fait tout le temps? Du tout, au contraire, surtout quand j'ai la surprise d'en découvrir là où je m'y attendais pas. Par exemple, au détour d'une vidéo, quelqu'un qui parle de tout à fait autre chose, et puis pouf, tout à coup, il y a un de mes dessins avec une citation de l'elfe ou un truc comme ça. Je dis, wow, c'est trop cool! Non, c'est vraiment génial. Et puis même quand à chaque fois qu'on parle entre fans, il y a tellement de passion et autres que c'est toujours un plaisir. Non, franchement, il y a aucune lassitude à ce niveau-là. La surenchère sauce fantasy lassante, non. Bah, pour moi, ça l'est pas. Pour moi, ça l'est pas. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, par exemple, n'aiment pas qu'on leur ressorte leur vanne, tu sais, à longueur de temps. Moi, j'ai... En fait, on a tous un petit peu notre petit univers en termes de blagues et des petites choses qu'on aime bien transmettre, qu'on aime bien faire passer. Et c'est vrai que, moi, je m'en lasse pas. Personnellement, je m'en lasse pas. Je trouve ça toujours très drôle. Ah non, moi non plus, bien sûr que non. Plus qu'on partage ça avec d'autres personnes, mieux c'est. C'est ça. Et on est vraiment dans quelque chose qui est là pour faire rire et pour apporter Voilà, justement... c'est du partage, c'est de la communauté, Ouais, c'est hyper précieux. C'est hyper précieux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, justement. Jens Banner qui disait un petit peu avant, comment avez-vous fait pour retranscrire avec brio les personnages en passant de la 2D à la 3D? Oui, parce que c'est un exercice un petit peu compliqué, en fait, j'imagine. Oui, ça, c'est les studios Artefact qui s'en sont chargés. Et ils ont toute une équipe à ce niveau-là chargée de ça, ils savent comment faire un personnage en 3D, ils savent comment ça va fonctionner, quelles seront les contraintes techniques et tout ça. Et donc, ils ont fait vraiment au mieux pour qu'on reconnaisse les personnages de la BD tout en tenant compte de ces contraintes. Moi, là, j'étais là pour valider, pour surveiller que c'était effectivement suffisamment proche. Mais voilà, ça, c'est surtout le travail des studios Artefact à ce niveau-là. C'est ça, donc toi, tu supervises maintenant vraiment que ça colle, qu'il y ait une cohérence avec l'univers visuel, en fait, avec le visuel de l'univers que toi, du coup, tu as créé à partir de la saga, pour que les gens soient pas trop perturbés en se disant mais en fait ça n'a rien à voir avec Naulbeuk, c'est trop... Ouais, voilà, c'est ça. Même si techniquement c'est pas très proche de la BD à cause justement du passage en 3D, on reconnaît quand même tout de suite Naulbeuk, et c'était ça surtout le but. C'est ça, oui, parce que les personnages, ils ont finalement comment dire, ils ont finalement quand même, malgré le fait que c'est en 3D, le rendu, malgré tout, un petit peu de la BD, je veux dire, les proportions, c'est ça que je cherchais comme terme. Ils ont essayé de se rapprocher au maximum des proportions de la BD autant que possible, en tenant compte des contraintes de la 3D, et donc ils ont tenu compte des codes couleurs, des expressions, de la coupe du cheveu, tout ça, ils ont essayé de faire au mieux pour que ça se rapproche le plus possible de la BD, ce qui fait qu'on les reconnaît immédiatement. À ce niveau-là, ils ont vraiment fait un super boulot. D'accord. Et comme je vois que tu touches un petit peu à tout, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, maintenant que je suis un petit peu dans tout cet univers-là, j'aimerais bien peut-être m'essayer à ci ou ça? Par exemple, je sais qu'une autre personne s'est dit, moi j'ai envie de faire une voix, tu vois, dans un jeu vidéo, j'ai envie de... Tu vois, quand on a un petit peu comme ça, quand on se plonge dedans, est-ce qu'il y a un moment où on a envie justement encore quelque part de plus, de se dire, bah tiens, je testerais bien quelque chose à l'extérieur de ma zone de confort, ou t'aimes bien rester dans quelque chose de plus familier pour toi? Comment est-ce que ça se passe un petit peu? Ce que j'aimerais, c'est si je pouvais travailler dans le jeu vidéo, ce serait pas vraiment au niveau des voix, parce que niveau acting, je suis très très nulle. Mais par exemple, si je pouvais faire du character design ou même proposer des concepts de jeu et tout ça, c'est sûr que ça me plairait beaucoup. Bon, après, j'ai jamais fait ça en professionnel, j'ai fait ça uniquement en amateur avec les jeux que je développe dans mon coin. Mais si un jour j'avais l'occasion de le faire pour un vrai jeu vidéo, même si c'est un peu me lancer dans l'inconnu, je pense que ce serait quelque chose de tout à fait passionnant. Oui. Ah oui, j'avoue, c'est clair que c'est quelque chose de différent, et en même temps, à travers l'expérience que tu as, c'est quelque chose à quoi tu as déjà quand même pas mal un petit peu touché. Oui, au niveau du caractère design, à chaque fois que je devais créer un nouveau personnage pour une BD ou autre, forcément, il y a tout un travail de recherche et tout ça qui servira si jamais je dois faire la même chose pour un jeu vidéo. C'est un peu le même genre de travail. Sauf qu'en plus, je vais devoir tenir compte des indications du studio, des contraintes de la 3D, tout ça, et je vais devoir m'adapter et tout. Mais en même temps, je pense que quand on a des contraintes comme ça, c'est aussi ce qui
inspire et qui donne de la créativité. Ça nous oblige à réfléchir plus loin, à être plus imaginatif. Et ouais, je pense que ça peut être un challenge très intéressant. D'accord. Ben oui, effectivement, ça. Je pense que quand on est dans ce milieu créatif et qu'on commence un petit peu à tester des nouvelles choses, on peut avoir envie de développer d'autres aspects en fait de ce qu'on fait. Et Mhm. non, je trouve ça vraiment intéressant parce que tu vois, moi par exemple, je savais que tu faisais des bandes dessinées, mais j'avais aucune idée pour les jeux vidéo. Tu vois, je découvre plein de trucs et je trouve que c'est vraiment chouette de pas se limiter à une chose. En plus, du coup, tu es auteur, donc tu écris toi aussi des histoires. Et tu es en couple avec un auteur qui écrit lui aussi des histoires, un scénariste. Oui. Et du coup, il y a beaucoup de projets sur lesquels vous travaillez un petit peu ensemble ou c'est plus ponctuel? En fait, on est toujours plus ou moins sur quelque chose parce qu'on a déjà fait énormément de projets ensemble. Pour le moment, malheureusement, il n'y a eu que Nina Tonnerre qui s'est concrétisé, mais après ça, on a eu des tas d'autres projets qu'on a écrits. Malheureusement, c'est pas toujours facile de trouver un éditeur. Moi, de mon Mais- côté, c'est pas non plus toujours facile de trouver du temps pour concrétiser. Donc, il a fallu qu'on cherche d'autres dessinateurs, et là non plus, c'est pas forcément facile. Ce qui fait que, bon, pour le moment, il y en a pas vraiment qui ont réussi à aller très loin, mais on a toujours une volonté de faire quelque chose. Et là, pour le moment, on a un projet qu'on espère concrétiser d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, il faut encore qu'on travaille dessus. Mais oui, on a toujours quelque chose sur le coup qu'on aimerait concrétiser, oui. Du coup, oui, c'est vrai que c'est assez chouette de pouvoir partager ça à deux, partager un petit peu les connaissances et puis de confronter en fait ton point de vue du coup à celui de quelqu'un d'autre quand tu écris, quand tu dessines. Euh, Mhm. moi, je sais que très souvent, en fait, les gens qui travaillent un petit peu en couple, etc., on se sert souvent aussi de l'autre, en fait, justement, pour avoir un premier aperçu, Mhm. un premier avis sur ce que tu fais, Ouais. voilà, et en espérant que ça soit toujours objectif, parce que on se Mhm. dit oui, mais bon, voilà, Non, mais on justement, vit ensemble. l'avantage de travailler en couple, c'est qu'on a une réponse directe. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hop, je peux le corriger. Et puis, là, justement, Louis, il parle des coulisses de Dinelbug. Donc, c'est quelque chose que c'est mon compagnon David qui l'écrit et que je Mhm. dessine. Moi, donc, quand je fais les planches, eh ben, il peut être derrière moi directement en disant, bon, il vaut mieux que le perso soit comme ci, comme ça. Là, on va changer les dialogues. Et on Mhm. peut vraiment tout faire en direct. Donc, et il peut me donner ses retours directement en disant, ah là, il y a un petit problème d'anatomie, il faudrait que tu corriges ça. Et ben voilà, c'est entre autres ce qui me permet de beaucoup m'améliorer, de Mhm. faire évoluer mon dessin. Et c'est vraiment le travail d'équipe qui est très enrichissant et qui me permet de beaucoup m'améliorer. Hades qui dit j'aime bien le concept d'album de la main gauche. C'est pas un truc sur ton stream ça de te Non, faire dessiner de la main gauche? Non? non, j'avais essayé une fois en live de dessiner de la main gauche, mais non, aucun éditeur ne voudra pas, c'est même pas la peine. Ouais, c'est compliqué là, hein. Vous demandez quand même de partir avec un sacré handicap. Voilà quoi, on a tous nos forces hein, quand même, hein, faut pas déconner. Oui, je suis tombée du coup sur une planche, c'était sur ta page Tipeee, du coup sur les coulisses de Naulbuck, ou alors en fait donc si je comprends bien un petit peu le concept, donc en fait c'est comme si c'était comme si eux-mêmes en fait ils étaient finalement acteurs de ce qui s'est passé et j'ai vu une planche justement où ils vont à une convention, c'est ça? Ouais. Euh, et du coup, c'est comme s'ils étaient en fait invités à une convention et il y a toujours cette dynamique de groupe, mais c'est comme si c'était en fait des personnages célèbres finalement. En fait, Et c'est oui, aujourd'hui, le c'est ça? concept, c'est que c'est pas vraiment les personnages de Nullbuck. D'accord. Ce sont des acteurs qui jouent le rôle des personnages de Nullbuck. Donc, ce sont vraiment d'autres personnages avec D'accord. leur propre personnalité qui est différente de celle de leurs personnages qui jouent. Et Mhm. on a imaginé tout un tas de situations à partir de là. Voilà, comme si Nullbuck, c'était vraiment une série qui était filmée au lieu d'être une BD. Ouais. Ça a vraiment donné lieu à des tas de situations qu'on a trouvé marrantes. Et du coup, c'est comme ça on est parti là-dessus. La planche que j'ai vue était très très drôle, ouais. Merci. Du coup, l'acteur qui joue le nain s'appelle Kevin, c'est ça. Voilà. C'est David qui a trouvé tous les noms, qui a créé les personnages, les personnalités et tout. Et puis donc moi je l'aide à trouver les situations en me basant sur ce que je connais de Nullbuck.
Puis là, par exemple, il y a une scène où ils font ça, ce serait rigolo, peut-être que dans les coulisses, il se passe ça, et puis à partir de là, ils développent, ils trouvent la chute et tout, et voilà, c'est vraiment très rigolo à faire. C'est très cool en fait de faire ça parce que je pense que ça peut être une vraie plus-value aux gens qui finalement adorent la série, tu vois, mais qui n'en ont quelque part jamais assez, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça apporte une approche différente, on peut dire. Bah oui, oui. Et mon chat qui fait coucou, là, coucou les chats. Oh, Minou! Comment il s'appelle? C'est une fille, un Il garçon? s'appelle Sherlock. Sherlock. Ah, voilà, très bon choix. Très très bon choix. Bon choix de prénom. Petit Il mec. n'est pas aussi intelligent. Ok. Oui, enfin écoute, ils le sont pas tous, hein. Ils sont Non, intelligents mais pour il n'est certaines pas bête choses. du tout. Hein. Quand Ils ils veulent ne des portent pas de trucs, la mauvaise volonté, c'est tout. quand ils veulent des trucs, quand ils veulent manger, quand ils sont Voilà. intelligents quand ça les arrange en fait. Hein. Faut pas se tracasser Voilà, trop quoi. exactement. Hadès qui disait, elle a mis l'action donc on l'utilise pour lui faire plaisir. Ouais, j'ai cru Ah, c'est comprendre trop que gentil, c'est. Adèle. Elle l'avait mis juste pour tester comme ça, mais j'ai cru comprendre que c'était que vous aviez un peu abusé aussi dans le chat, non hein? Parfois. Mais bon, en même temps, on est là pour s'amuser et déconner un peu, donc Bien c'est sûr. normal. Bah, sur Twitch, justement, vu que ça fait pas très très longtemps que tu t'es lancé, comment est-ce que tu trouves du coup au niveau de la plateforme c'est une approche qui est très différente. Hein. C'est vrai que moi j'ai commencé il y a 1 an et demi, donc c'est vraiment récent. Et en fait, on est ben, finalement sur un partage en direct, je veux dire avec les gens qui interagissent, etc. Pour toi, bah, tu disais donc tu avais déjà l'habitude un petit peu avec les conventions, avec des séances de dédicaces, et c'était finalement quelque chose où tu parlais du fait qu'on t'avait encouragé un petit peu à venir sur la plateforme. Ça s'est passé comment pour toi? Alors en fait, je crois que je m'y suis mise parce que sur Twitter, j'avais été approchée par un streamer. Alors j'arrive pas à me souvenir qui a été le premier à venir me voir pour me proposer de tester mon dernier jeu, donc La Légende d'Eikos, en direct sur Twitch. À ce moment-là, je connaissais un peu Twitch parce que bon, j'avais déjà vu quelques séances, notamment quand on parle quand Studio Artefact ou Dear Villager, je sais plus, parlait du jeu Nullbug, que c'était sur Twitch, donc Mhm. j'y suis allée pour voir un peu ce que c'était, mais j'ai jamais vraiment suivi de près. Et donc au moment où des streamers m'ont proposé de tester le jeu en direct, du coup j'ai été les voir forcément pour Mhm. voir en direct la séance, et puis je trouvais ça vraiment très sympa, l'interaction dans le chat et tout, pouvoir parler à celui qui est en train de jouer. Je trouvais, mais c'est sympa comme truc. Et Mhm. puis après, j'ai des amis à moi qui m'ont dit, ah, mais pourquoi tu fais pas des streams de dessin en direct et tout? Et bon, sur le coup, ça me dit, bon, je sais pas. Puis finalement, au fur et à mesure que j'ai découvert d'autres streamers et tout, j'ai dit, ça serait quand même super sympa comme communauté, pour être une autre manière de montrer un peu ce que je fais, de parler avec ceux que ça intéresse. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais me lancer, on verra bien. Mhm. Et puis voilà, c'est comme ça. D'accord. Et ça n'a pas été trop stressant pour toi parce que en fait, le fait d'être face caméra comme ça, c'est dit. En fait, je trouve que c'est très différent évidemment quand tu te retrouves à une convention, t'as la personne en face de toi, t'as un échange qui est. Et là, en fait, t'es face caméra à pas trop savoir qui regarde, comment les gens vont réagir, qui est là, qui n'est pas là. C'était un peu perturbant au début, j'imagine, comme pour nous tous. Ah bah c'est sûr, oui. Au début, faut déjà comprendre comment ça marche, tout configurer, c'est pas évident. J'ai eu pas mal de ratés au début. Mais après, au fur et à mesure, on découvre les trucs, on échange avec les gens. Puis la plupart sont très bienveillants, ils donnent des conseils, ils sont patients. Et voilà, au fur et à mesure, on s'habitue, on s'apaise. Et puis Mhm. voilà, au final, on passe un bon moment et c'est le principal. C'est ça, oui. On a vraiment, vraiment des moments d'échange et tout sur Twitch. C'est intéressant. Et je pense que là, c'est typiquement le genre d'endroit où tu peux avoir ce retour. Justement, je vois que tu as des enthousiastes et tout qui sont dans le chat, qui connaissent très bien ton travail. Est-ce que tu t'attendais un petit peu à ça aussi, d'avoir des gens comme ça qui viennent, je vais dire, avec une telle connaissance de ton travail? Ça doit quand même faire un peu bizarre et tout, quand t'as quelqu'un qui arrive, ah oui, moi je lis depuis ta première BD, j'ai découvert ça et tout. Comment ça se passe un petit peu pour toi? Je saurais pas trop dire parce qu'en fait c'est un peu comme en convention quand il y a les gens qui arrivent avec leur BD en disant ah, j'ai adoré, c'était cool et tout ça. Sauf que là au lieu d'être en direct c'est sur internet et par chat donc bon, c'est non là l'approche est un peu similaire quoi. C'est toujours
beaucoup de plaisir quand je vois quelqu'un qui arrive et qui dit oh, coucou, j'adore ce que tu fais, que ce soit par chat ou en direct, c'est toujours le même plaisir. Donc voilà, après je suis quelqu'un de très virtuel, je passe toujours beaucoup de temps devant l'écran, pas devant un jeu vidéo pour mon travail ou pour surfer sur internet. Moi j'ai toujours beaucoup vécu de cette manière-là, donc c'est pas trop dépaysant pour moi, heureusement. Ça va, oui, c'est vrai que bah oui, au début ça peut être un petit peu perturbant et puis en fait c'est surtout le côté de parler seul quelque part à la caméra, tu vois. Je veux dire d'être en train de commenter tout ce que tu fais, tu vas te dire bah là je vais mettre ça, là je vais faire ça. Quand ton chat est actif, te pose des questions et tout ça va, mais parfois quand t'es sur des moments de vide comme ça et bon bah il faut quand même parler, tu vas pas avoir des gros moments de blanc et tout, donc c'est particulier hein, comme approche, hein, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ah, je demande OBS Studio ou Streamlabs? Je suis sur Twitch Studio, si je me trompe pas. C'est ça. Oui, ils ont sorti Twitch, ont sorti leur propre application que j'ai pas testée du coup. Je suis sur Twitch Studio tout simplement et ça me convient bien pour le moment. Bah voilà, c'est la base j'ai envie de dire. Ouais, oui, donc commence pas à poser ce genre de questions. Moi je suis pas française et j'aime pas déclencher des guerres, des guerres pain au chocolat, chocolatine comme ça quoi. Alors moi, à chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds je m'en fiche du moment que je me régale. Ça peut s'appeler n'importe comment, du moment que c'est bon. C'est ça, tant que c'est bon, on s'en fout du nom, n'est-ce pas? Exactement. N'est-ce pas? C'est ça le principal. Le nom ne change pas le goût. Ah, quoique, Ewin nous avait fait un truc sur Discord en 8 étapes avec une photo de pain au chocolat et une photo de chocolatine. Il les avait coupés pour voir l'intérieur, voir le truc. Il avait fait comme ça vraiment une espèce de déroulé, tu vois, de step by step, de j'ai goûté, la pâte elle est comme ci, le chocolat il est comme là, la texture et tout. C'était très drôle. C'était très réussi. Ah oui, un reportage viennois. Parce que je viens de Dunkerque dans le Nord à l'origine et là-bas on dit petit pain au chocolat. Petit pain au chocolat. Quand j'ai déménagé à Montpellier, à chaque fois, par réflexe, je demande un petit pain. Et les gens, ils me regardent, genre, vous voulez dire un pain au chocolat? Oui, c'est ça, un pain au chocolat. Donc c'est encore une autre manière d'appeler le petit pain au chocolat. Je suis d'accord, moi je suis en Belgique et ici on s'en fout. Ici on dit pain au chocolat, on dit croissant au chocolat, ce que vous voulez, voilà. Ouais, c'est Dunkerque, ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout, ouais. Du coup, oui, tu vis. Oui, t'étais d'origine Dunkerque. Tu as fait tes études, je crois, en Belgique, c'est ça? Alors, j'ai fait une partie de mes études à Dunkerque même, et mes études de BD plus particulièrement, oui, c'était en Belgique à Tournai, donc avec mon compagnon, justement, David, on était ensemble à ce moment-là, donc on a fait nos études ensemble à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, et qui nous a appris plein de trucs et qui nous a aidé à nous lancer dans le métier. Et vous êtes partis du coup dans le sud tous les deux du côté de Montpellier alors ensuite pour le travail? Non, c'est juste que comme je commençais à gagner ma vie avec Nalbuck et tout, donc puis il y a une bonne partie de ma famille qui était déjà partie dans le sud, donc je me suis dit vu que je fais un métier on travaille à domicile, j'ai pas. Et lui aussi, on n'a pas vraiment besoin d'être quelque part en particulier. On s'est dit, autant aller dans le sud. Déjà, le climat est meilleur. Et puis, je serai plus proche de ma famille. Et... Enfin, voilà, c'était pour tout un tas de raisons. On a préféré descendre. Oui, je comprends bien. C'est vrai que, tu sais, moi, je suis en Belgique et le climat est dégueulasse et on fait avec. Et... j'ai passé de très, très bons moments en Belgique. Hein. Ah oui, non, mais la Belgique, c'est très bien. Un peu l'accent après nos études. Oui, je suis sûre que t'es rentrée avec un léger accent belge et tout, côté... voilà, quoi. Alors, attends, je regarde un peu ce qu'ils disent. Au Québec, on dit bien chocolatine. Oui, et Ewin, il disait qu'il avait fait un reportage Vienna-Nimalier. Voilà, c'est ça. C'est ça. Excellent. Ni pain au chocolat, ni chocolatine. Je l'appelle pas, je le mange. Exactement, Elchi. Exactement. C'est ça, c'est le but. C'est ça qu'il faut. Comment est-ce que ça se dit pain au chocolat en luxembourgeois? Est-ce qu'on a un terme spécifique pour ça en luxo? Non. En fait, il faut se dire un truc, c'est qu'à Luxembourg, on utilise beaucoup... on reprend beaucoup de mots français ou de termes français et on les... tu rajoutes une petite dose d'accent et ça passe, tu vois. Parce que la plupart, en fait, des luxembourgeois comprennent aussi le français. Il y a énormément de francophones.
à Luxembourg, et du coup, voilà quoi. En Belgique, il y a du pistolet. Ah, oui, les pistolets, c'est les petits pains, justement, en Belgique. Mais c'est les petits pains. Voilà, c'est comme de la baguette, mais en boule ou en petits pains allongés. Donc, Je voilà. crois qu'on a ça aussi à Dunkerque, les pistolets, Les pistolets? si je me trompe pas. Ouais. Ouais. On est tellement près de la Belgique à Dunkerque, faut dire il y a beaucoup de choses en commun. On traverse la frontière et hop, on y est, quoi. Nous, on dit biscuit apéritif en tortillé. On les mâchouille, les mots, mais oui, tu vois. Mais oui, non, effectivement, je suis... je trouve ça bien parce que j'ai pu du coup découvrir un petit peu aussi tout ce que tu faisais en dehors de Naulbuck, hein, même si c'est... du coup, ça c'est vraiment en fait la saga sur laquelle tu bosses le plus, c'est ça? Et il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver par rapport à ça, où on arrive plus ou moins à une forme de conclusion. Je n'ai pas lu les derniers tomes, donc je ne sais pas où est-ce qu'on en est au niveau de l'histoire maintenant. Alors, au niveau de l'histoire principale, elle s'est conclue au tome 25, donc celui qui est D'accord. sorti l'année dernière. D'accord. Et donc là, on a sorti en juin un tome qui raconte une histoire complète, donc qui s'appelle Les Fiers de H, donc c'est le nom de la Oui, j'ai vu compagnie. ça. Le règne de la discorde. Donc voilà, c'est une histoire complète en un tome. Mhm. Et bah écoute, nous on espère qu'il y en aura d'autres. Mhm. Dire là pour le moment, en fait, c'est un peu une sorte d'intersaison. C'est-à-dire que John a plus ou moins des pistes pour ce qu'il veut raconter après. Et donc en attendant qu'il mette tout ça en ordre, qu'il écrive tout ça, bon, on s'est dit qu'on allait faire des petites histoires courtes comme ça en Mhm. un tome. Et voilà, donc ça continue les aventures des Fiers de H, mais dans des histoires complètes qu'on peut lire sans avoir lu tout ce qu'il y a avant et qui est accessible à tout le monde, même à ceux qui ne connaissent pas Naulbuck. Voilà, donc on trouvait que c'était une bonne idée pour Mhm. attendant qu'il y ait vraiment la vraie suite, un cycle 2 qui se mette en place. Donc ça, c'est... On ne sait pas encore vraiment quand ni comment ça va se faire. Et donc voilà, en attendant, on a ces petites histoires en un tome et j'espère que voilà, qu'il y en aura encore beaucoup. On verra bien comment ça évolue. Et alors, une saison de Naulbuck, pardon. Une saison de Naulbuck, en fait, il te faut combien de tomes pour la couvrir? Tu fais pas une saison en un tome, il en faut plusieurs pour finaliser une saison, on est Oui, d'accord? bah, ça On en est à dépend des combien? saisons en fait, parce qu'il y en avait qui étaient plus longues que d'autres. La toute première saison, par exemple, elle tient en 2 tomes. Mhm. La dernière, c'était la plus longue. Il y a eu 8 tomes, si je me souviens bien. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. Oui, mais Sucremonde, tu t'appelles Sucremonde, donc si nous on te donne faim, imagine-nous quand on lit ton pseudo dans le chat. C'est vrai. 3, 4, 5... oui, il y a eu 7 tomes pour la dernière saison. Donc Mhm. oui, ça dépend vraiment des saisons. Il y en a qui sont plus ou moins longues. Oui, il y en a qui sont plus conséquentes que d'autres, et donc il faut Ouais. réussir un petit peu. Voilà. Bizarrement, j'ai pas ce Alors, problème avec son beau pseudo. Pardon? Oui, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas encore d'intégrale de la toute dernière saison, c'est parce que justement il y avait trop de tomes pour faire un seul grand livre, donc Mhm. c'était un peu le souci. Donc bon, on essaye de trouver des solutions, mais c'est pas évident, quoi. Mhm. Oui, j'imagine que après tu te retrouves en fait avec une encyclopédie. Ah oui, voilà, ça fait un livre gros comme ça. Alors donc, écoute, je t'ai ramené une très- bande il dessinée, coûte très très cher, donc est-ce que ça vaut bien la peine? C'est la le truc question de qu'on se pose. 2,8 kg, tu sais. Voilà, c'est ça. Alors, autant c'était faisable pour les premières saisons qui faisaient 2 ou 3 tomes, mais là c'est un peu plus compliqué quand même. C'est ça, ouais. Et oui, c'est trop bon les asperges, c'est quoi le problème? C'est bien les légumes. Les légumes, c'est bon, c'est la vie aussi. Oui, il va y avoir la Schubert. Je pense que oui, Hades. Ils ont pas encore annoncé, mais à mon avis, on verra. C'est une grande foire, un peu style foire du trône à Luxembourg, si tu veux. Ça fait l'année dernière, il y a rien eu, et cette année-ci, on sait pas trop encore vers quoi ça se dirige, mais bon, on verra un petit peu comment ça va se passer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de refaire un petit peu quand ce sera possible, de refaire de temps en temps, parce que tu parlais que ça te prenait beaucoup de temps, problème de santé. Est-ce que le fait de retourner peut-être une fois en dédicace, ça te retente quand même un petit peu, ou est-ce que tu... Sur certains côtés, oui, parce que c'est vraiment une manière d'aller à la rencontre des fans et tout ça, de rencontrer d'autres auteurs aussi, Oui. de découvrir des œuvres que je connaissais pas. Il y a toute une ambiance quand c'est des
des conventions un peu fantasy, tout ça, des cosplays, tout ça. C'est vraiment Mhm. très fun à voir. C'est vraiment les dédicaces en elles-mêmes qui deviennent un peu compliquées pour moi parce que déjà j'ai des petits soucis de santé, Mhm. de tendons, des problèmes de fatigue quelquefois qui sont un peu durs à gérer. Et du coup, Mhm. c'est comme ça toute une journée devant une table à dédicacer à la chaîne. Autant au début, je faisais ça avec beaucoup d'enthousiasme parce que je me lançais dedans, ça me permettait de me faire connaître et tout ça, mais maintenant ça devient difficile. Je ne sais pas si c'est l'âge ou quoi, mais en tout T'inquiète cas la toute pas. dernière fois que je l'ai fait, ça s'est très très mal passé. J'étais malade et enfin j'ai vraiment pas envie de remettre ça pour le moment. Mhm. Bon, si un jour je le sens et vraiment que ça me manque, pas que c'est pas impossible, hein, c'est possible que j'y retourne un jour ou l'autre. Mais là pour moi je me je me vois pas recommencer dédicace à la chaîne comme ça toute une après-midi, Oui, je c'est pense pas que c'est difficile compliqué, pour moi. surtout que les gens te demandent un petit dessin, donc il faut faire ça vite. Tu vois, les gens qui attendent derrière, il y a une espèce de pression, C'est ça, donc on veut faire tu peux ça te bien, faire mais en même mal. temps, c'est que les gens attendent, et puis ça demande de la concentration. Mhm. C'est pas tellement le temps qu'on y passe, il faut aussi se concentrer sur le dessin, il faut réfléchir. Mhm. C'est vraiment du travail, le dessin. Les gens ne se rendent pas forcément compte tout le temps, mais c'est pour ça que ça fatigue énormément, plus qu'on croit, parce qu'il y a toute la concentration derrière il n'y a pas que le bras qui est sollicité, quoi. Il y a aussi Oui, oui, c'est ça. le cerveau, il faut visualiser l'image, il faut la faire bien. Quand on voit qu'on se trompe, qu'on ne peut pas corriger, on se dit ah, le pauvre, j'ai raté sa dédicace, et du coup on se sent mal. Et voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça qui fait que c'est pas toujours très rigolo, même si le plaisir il vient surtout de la rencontre, des échanges et tout ça, quoi. Tu parlais des cosplays, on va terminer un petit peu là-dessus parce qu'il est bientôt l'heure pour toi d'y aller. Euh, est-ce que tu as, par rapport aux conventions justement, ou des rencontres avec des fans, etc., est-ce que tu as une anecdote un petit peu amusante à raconter là-dessus, quelque chose où tu t'es vraiment dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et où maintenant vraiment avec le recul tu t'en ris beaucoup parce que tu te dis c'était tellement improbable. T'as déjà quelque chose qui t'est Oh, bah, arrivé comme ça où tu t'es dit, il y a eu des tas de trucs qui me sont arrivés. Là, déjà, j'ai confondu un auteur avec un autre. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, un des illustrateurs du Seigneur des Anneaux qui avait fait les designs pour les films de Peter Jackson. Je savais qu'il parlait un peu français et je savais que c'était un invité de cette convention, justement. Donc, je me suis dit, ah, j'ai hâte de le rencontrer et tout. Puis je vois un type qui lui ressemble, mais j'ai vraiment cru que c'était lui et qui en plus était assis à sa place, avec le nom devant et tout. Alors du coup, j'ai dit, bon, bah, c'est lui, j'allais lui parler, tout, ah, j'adore ce que vous faites et tout. Puis il me dit, ah, non, mais c'est pas moi. J'ai parlé pendant au moins 5 minutes en croyant que c'était lui et tout. Puis il était assis à sa place, il lui ressemblait et tout. Et je suis tombée des nues. Il dit ah non, mais c'est pas moi je suis à côté. Oh, ça a été honnête. Ah, on puis, a tous eu des trucs un peu similaires, tu sais. ah ouais, non, mais à un autre moment, j'étais trop marrant aussi. J'étais en train de faire des dédicaces et puis il y a un gars qui était déguisé en elfe qui approche, mais c'était vraiment un cosplay magnifique avec des oreilles, un maquillage, un costume magnifique et tout. J'étais vraiment en admiration. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau et tout. Puis là, il commence à me parler avec une petite voix timide en disant oh, j'adore ce que vous faites. Mais vraiment, genre, du coup, Ça a cassé tout j'étais tellement le dans son truc. personnage, le beau elfe, genre le golas et tout qui approche, et puis qui dit oh, j'adore ce que vous faites avec une petite voix toute timide comme ça. J'étais vraiment ok. Tu l'as vu arriver comme ça en mode bonhomme, tu vois, avec la classe de Voilà, c'est l'elfe, ça. avec le style et tout, et tu t'es fait comme ça, et il est arrivé, oui, bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites. Le contraste était vraiment amusant. Bon, sur le coup, j'ai pas rigolé parce que je voulais pas le mettre mal à l'aise, mais Oui, bien à sûr. l'intérieur, c'était vraiment comique à vivre, quoi. Alors, je vais prendre une dernière question et après on va te libérer. En tant que personne connue, as-tu déjà eu des soucis avec les fans? Des soucis, quel genre de soucis? Souci avec les fans, je sache, peut-être que parfois des fans un petit peu trop insistants quand ils me disent est-ce que tu peux me faire un petit dessin et que je dis non, je suis vraiment désolée, j'ai pas le temps. Non, allez, t'as 5 minutes, tu peux bien faire. J'essaie de leur faire comprendre que c'est un travail, que je peux pas faire ça comme ça. Mhm. Bon, mais en général, ils comprennent assez vite. Donc, non, franchement, en dehors de ça, j'ai jamais vraiment eu de problème avec les fans. Non. Mhm. C'est toujours un petit peu la difficulté de mettre les limites avec les gens parce que Ouais, c'est euh, ça, voilà. on dessine, donc c'est quelque chose qu'on fait avec plaisir, sauf que quand vous êtes 500 à venir demander tu peux me faire un elfe ou Bah tu peux oui. me faire un nain, ben c'est chaud quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On aimerait bien dire oui à tout le monde, mais c'est du travail, ça demande du temps, ça demande de la concentration.
Puis même, c'est mon métier. Quand on me fait des commandes comme ça, je donne un devis, je suis payée. Et il y en a qui s'en rendent pas forcément compte. Alors il faut que je leur explique et c'est pas toujours très rigolo, quoi. Mais bon, au bout d'un moment, ils comprennent. Et puis voilà, non, c'est très rare que j'ai des soucis comme ça quand même. C'est toujours un petit problème au niveau de tout ce qui est artistique. Les gens se rendent pas compte qu'il faut payer derrière parce que c'est du temps qu'on investit, quoi. Et regarde, il est 21h59. Magnifique. On a réussi à faire les choses dans les temps. Super. Du coup, je ne vais pas te retenir plus longtemps, mais je te remercie en tout cas infiniment pour ton temps ce soir. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler avec toi Merci à toi. et de découvrir les autres aspects. Du coup, je vais regarder si j'arrive à... Voilà, je vais voir si je peux télécharger déjà un de tes jeux et on va discuter un petit peu, puis on va peut-être le lancer tout de notre côté. En tout cas, merci beaucoup. Oui, je regarderai la suite du stream en replay dès que j'ai un moment. Donc, si jamais, n'hésitez pas, ouais. Aucun stress, ne te prends pas du tout la tête. En tout cas, mais merci vraiment à toi pour ta participation. Merci à tes viewers d'être venus nous faire partager aussi des choses voilà, dans le chat. C'était super gentil. Tous mes suiveurs habituels, ça fait plaisir de vous voir ici. C'était vraiment, vraiment très agréable de te recevoir en tout cas. Et puis, écoute, si un jour tu as envie de te lancer sur Sea of Thieves, moi je l'ai pas encore lancé non plus. Donc voilà, je suis complètement vierge de cet univers-là. J'ai déjà vu 2-3 personnes y jouer, donc on pourra toujours rentrer dans un univers pirate ensemble si ça te tente. Si toutes les deux on trouve du temps, toujours le problème. Merci beaucoup pour tout. Merci bien. On lui souhaite une très bonne soirée. Merci Marion, repose-toi bien, surtout des gros bisous. Une bonne nuit et à très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.